d'autres personnes vers ce type de démarche. Tu as créé un outil de sensibilisation, de vulgarisation sur finalement à quoi ça ressemble une vie bas carbone. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous présenter rapidement quel est cet outil et pourquoi t'être lancé comme ça vers de la sensibilisation? Ouais, donc merci de le rappeler, hein, cette histoire de 2 tonnes carbone, c'est pas une histoire de pureté, hein. On se fiche royalement de dire moi j'émets moins que les autres, c'est simplement un travail de R&D. On se posait la question est-ce qu'on prône quelque chose qui est réaliste? On a essayé, et après, si j'étais le seul à essayer, ça aurait peu d'intérêt. Donc, on a créé entre guillemets un club de ceux qui veulent tenter d'aller vers les 2 tonnes CO2. C'est ça qu'on a appelé résistance climatique. On a 4000 personnes qui ont bouleversé leur mode de vie pour montrer que c'est possible. Et donc, en fait, le message qu'on veut simplement envoyer, c'est de dire s'il y a des milliers de personnes qui arrivent à faire quelque chose, on peut discuter est-ce que c'est souhaitable pour tous, mais en tout cas, c'est pas vrai que c'est impossible. Et on voulait surtout renvoyer le message nous arrivons à tenir, nous, petits particuliers, un petit peu coordonnés, les engagements qui ont été pris par l'État et les entreprises. Ce serait bien que l'État et les entreprises, du coup, prennent leurs engagements au sérieux. Donc ça, c'était la naissance de tout ça avec Résistance climatique. Et on a vu, en tenant ce discours-là, que énormément de gens n'avaient pas les ordres de grandeur de base du climat, notamment les ordres de grandeur légaux, puisque évidemment sur tout ce qui est climatologie, il y a énormément de gens qui font un travail remarquable en plus du GIEC. Je pense notamment aux collègues de la fresque du climat. Mais sur la question de notre action, comment on peut agir de manière pertinente et proportionnée sur le risque climatique, euh, on avait le sentiment qu'il y avait un besoin, et notamment, il y a 2 ordres de grandeur qu'on voulait absolument populariser, qui sont la division par 6 des émissions de gaz à effet de serre, qui est un minimum légal en France. Donc, on a mis dans la loi qu'on ferait qu'on ferait une diminution de plus de 83%, hein, ce qui est quand même colossal, et au passage, qu'on diviserait l'énergie par 2. Et simplement, voilà, bon, ce soir, on est entre ingénieurs, à la limite, je pourrais éventuellement me contenter des chiffres, mais je vois très bien que ces chiffres-là ne marquent pas. On les a beaucoup utilisés. Par contre, simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis à l'échelle. Vous avez ici l'empreinte carbone moyenne en France qui mesure 1 mètre à l'échelle, puisque on a pris l'échelle de 1 tonne de CO2 équivalent égale 10 cm. Tous les sous-domaines sont à l'échelle, et je vous prépare la présentation, on en aurait pour 20 minutes. Mais vous comprenez bien le principe, le transport, l'alimentation, le logement, la consommation, les services publics. Tout ça nous mène à 10 tonnes de CO2. Et la cible légale en France, qui est donc la division par 6 pour arriver à moins de 2 tonnes de CO2, est ici. Et donc, elle est à la même échelle. Et donc, quand on montre à tout le monde qu'il s'agit de faire rentrer toutes les émissions qui sont au-dessus, qu'on a détaillées dans la carte donc qu'on a appelée Une vie qui permette la vie, pour bien symboliser le caractère essentiel et stratégique du respect de nos engagements climatiques, là, on est parti. Malheureusement, vrai, hein, puisque On te perd, Gildas. L'année dernière. Aïe. Gildas, ça accroche là. Bon, si je continue comme ça, C'est beaucoup mieux. Ça marche mieux. Je finalise. Ok. Désolé, petit problème de bande passante. La fibre n'est pas encore arrivée ici, mais ça ne saurait tarder. Les difficultés de la campagne. Et donc, je vous disais que quand on montre visuellement une division par 6, généralement, l'effet ressenti est très différent du fait de simplement décrire une division par 6. Quand on voit et qu'on manipule les cartes et les longueurs, tout le monde se dit « Ah oui, ça veut forcément dire un bouleversement majeur ». Et cette prise de conscience-là nous paraît essentielle. Connaître les données, la division par 6 des émissions de gaz à effet de serre, 2, la division par 2 de l'énergie. 3, les intégrer d'une manière un petit peu concrète. Et pour ça, les longueurs sont très intéressantes. Et ensuite, après cette petit bout de conférence là, que je vous ai évoqué en 30 secondes, il y a un débat en petit groupe sur les difficultés à l'action avec diverses cartes qui sont toujours à la même échelle et qui permettent à chacun de se représenter qu'est-ce que ça signifie de prendre l'avion, de faire 10 000 km en voiture, 5 000 km en voiture, et de discuter ainsi de concrètement qu'est-ce que ça veut dire d'arriver aux 2 tonnes de CO2 équivalent. Et pour relier la question avec la question initiale qui était celle du rôle de l'ingénieur là-dedans, les 5 personnes qui ont créé cet outil sont tous des ingénieurs spécialisés énergie et climat,
Donc, je vous disais moi-même l'auteur principal, 2 polytechniciens, un ingénieur agro qui est un ancien directeur développement durable et un ingénieur informatique qui bosse avec l'ADEME sur nos gestes climat. Donc, c'est clairement un outil qui a été créé pour les ingénieurs à destination de ceux qui ne le sont pas pour qu'on puisse manipuler les chiffres sans se prendre les pieds dans le tapis. Voilà. Merci Gildas. Alors toi, Rodolphe, tu as une approche qui est très différente de celle de Gildas. Ce que tu fais, on peut un petit peu moins le toucher et tu es sur des thématiques très différentes, mais tu as quand même un point commun qui est la transmission de connaissances via une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler de cette chaîne, ce que tu y fais et pourquoi l'avoir créée? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi l'avoir créé? En fait, dans ma formation d'ingénieur déjà à l'ESPCI, on n'évoquait pas du tout ces enjeux, ce qui fait qu'à la fin de ma scolarité, j'en connaissais pas grand-chose, mais j'avais une année de spécialisation. Moi, j'ai fait mon stage de fin d'études dans les brevets, j'ai failli partir dans ce domaine-là et je leur ai dit, voilà, il faut que je fasse une année de plus. Est-ce que je la fais dans les brevets? Et là-bas, on m'a dit non, tu pourras te former en continu. Et donc, j'ai fait une année d'Erasmus en Norvège sur les enjeux environnementaux, où j'ai choisi en fait les cours dans un master qui s'appelait Industrial Ecology, et où il y avait des questions de changement climatique, de biodiversité, d'économie des ressources naturelles, d'énergie renouvelable, ce genre de choses. Et donc, c'est vraiment par là que j'ai pris un peu la mesure de la gravité de ces problèmes environnementaux. Donc, ça a été un peu un déclic, hein, ça s'est fait sur une bonne année, mais je suis venu à ces enjeux par le milieu universitaire et pas par le milieu politique ou associatif ou Jean Covici, ou pas du tout ça, vraiment par le milieu universitaire. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que moi, je peux faire pour aider un peu, quoi, pour essayer de pousser en bonne direction. Et avec la formation que j'avais une formation d'une école d'ingénieur, certes, mais qui oriente beaucoup vers la recherche, hein. Le SPCI, c'est pas loin de la moitié de doctorats sur la promotion, souvent en chiffres, hein, souvent dans l'industrie, mais ça reste quand même assez orienté vers la recherche. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, ce que je peux faire, c'est faire de la recherche sur ces enjeux-là. Et donc, j'ai fait un doctorat dans les sciences de l'environnement. Et en parallèle, j'ai continué de me documenter sur ces sujets. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans le milieu scientifique, on savait pourquoi le climat a changé et on savait ce qu'il fallait faire. Et c'était vrai pour beaucoup de problèmes environnementaux. Et que finalement, la connaissance du public ou ce qu'en disaient les associations ou ce qu'en disaient les politiques ou ce qu'en disaient les médias mainstream était assez peu représentatif de ce qu'on avait comme élément scientifique. Et donc, j'ai commencé en parallèle de mon doctorat à me dire, voilà, moi j'ai été convaincu par ces éléments scientifiques, donc je vais essayer de les rendre accessibles. Et en fait, j'ai fait un peu les contenus que j'aurais bien aimé avoir pour mieux comprendre ces enjeux, les contenus que j'aurais bien aimé avoir moi en tant qu'ingénieur quelque part. Et je pense que mon public, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont sensibilisés à l'écologie ou pas que, mais par contre, c'est des gens qui ont une formation technique, scientifique, rationnelle et qui se demandent, voilà, qu'est-ce que la science peut nous dire de tel ou tel sujet, qu'est-ce qu'on peut tirer des éléments scientifiques. Et c'est ce que j'essaye de faire, de consulter ces éléments scientifiques et d'en faire un peu une synthèse, de voir ce qui me paraît important sur ces sujets-là. Et donc, j'ai parlé pas mal de climat. Dans un premier temps, j'ai présenté un peu ce qu'on sait du climat et des conséquences et des facteurs. Et puis, dans un second temps, je me suis rendu compte aussi que la majorité du public ne peut pas avoir d'un côté des climato-sceptiques qui leur racontent une histoire et de l'autre côté des climatologues qui leur racontent une autre, parce que se faire une opinion entre ces deux extrêmes, ça demande du temps, ça demande des connaissances, ça demande d'avoir accès à la littérature scientifique, de savoir la décrypter, ne serait-ce que de pouvoir lire un anglais technique, quoi. Et donc, en fait, ça fonctionne très mal de présenter des discours à charge et à décharge et de laisser le public s'en sortir tout seul, ce qui est la stratégie des médias mainstream, hein, sur beaucoup de sujets. Et donc, du coup, dans un second temps, j'ai aussi fait des vidéos un peu critiques où je décortiquais les discours climato-sceptiques. Je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir de la visibilité dans les milieux un peu plus scientifiques et techniques du climat. Et voilà, et quand on touche au climat, on se rend compte quand même que les 3/4 du problème facilement, c'est les ressources fossiles. Et donc, c'est beaucoup l'utilisation de l'énergie. Et je me suis orienté progressivement sur l'énergie. C'est aussi lié à ma formation, hein. J'avais une formation un peu plus physique. Si au lieu de faire le SPCI, j'avais fait agro, j'aurais peut-être dédié la chaîne un peu plus à l'agriculture qu'à l'énergie. En tout cas, c'est trop vaste pour que je puisse faire les deux à mon niveau de détail.
Mais il n'y a pas que l'énergie comme enjeu, hein, je suis d'accord là-dessus. Et donc, je fais des vidéos plutôt longues, plutôt fouillées, quoi, qui se permettent d'aller dans les détails et qui se permettent d'aller plus en profondeur que ce qu'on pourrait mettre à la télé ou à la radio. Et voilà, si je parle de la voiture électrique, ça fait 2 vidéos d'1 heure. Si je parle des déchets nucléaires, ça me prend 6 mois de travail, ça doit faire 4 heures de vidéo. Et ça permet, j'espère, d'avoir des informations un peu précises pour se rendre compte des enjeux et pouvoir éclairer certains choix. Parce qu'effectivement, il y a des choix individuels de consommation pour atteindre cette cible de 2 tonnes pour 2050. Mais il y a aussi des choix politiques structuraux, de choix sur la production d'énergie, de choix sur le niveau de consommation qu'on veut souhaiter, de choix sur l'agencement des villes qui permet, qu'on souhaite. Hein. Est-ce qu'on reste dans ce rêve français d'avoir, j'ai entendu ça l'autre jour, d'avoir une maison dont on peut faire le tour? Apparemment, c'est important de ne pas être mitoyen. Et donc voilà, c'est donner un peu des éléments. Sachant qu'au final, je prends assez peu position, je suis assez peu politisé, j'essaie de rester relativement objectif et d'argumenter bien ce que j'avance pour essayer de toucher des publics différents. Donc j'évite de me coller une étiquette et j'aime pas trop quand certains opposants essayent de m'en coller. Et pour l'instant, je pense que j'y arrive, vu les mails que je reçois, je parle à des personnes avec des sensibilités assez différentes. Et voilà, j'ai beaucoup parlé, je me souviens même plus des questions à la base. Donc, si tu veux compléter, enfin, si tu as d'autres questions pour. Oh, ne t'inquiète pas. Alors, effectivement, tu as un chouïa débordé sur la suite du déroulé dont on a parlé. Mais écoute, ce n'est pas grave, ça laissera un peu plus de temps aussi pour les échanges. Vous avez tous les deux, finalement, quand même, deux approches qui sont très différentes hein, quand on regarde les thématiques que vous abordez. Donc, vous avez évoqué quand même le pourquoi de vos outils, tous les deux. Maintenant, si on prend un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous faites, il y a quand même, enfin, je pense qu'il y a, je ne choquerai personne en disant que au sein de la population générale, y compris hein, au milieu des ingénieurs, il ne faut surtout pas non plus imaginer que en fait, nous, on est des gens vachement bien par rapport au reste de la population. Il y a quand même de grosses lacunes en termes de connaissances, de compétences et de méthodologie pour pouvoir traiter correctement ce sujet. Moi, je me souviens, j'ai été beaucoup marqué par des témoignages de gens de la Convention citoyenne pour le climat qui disaient, mais en fait, avant de suivre les formations qu'on me donnait, jamais je n'avais compris le problème et jamais je n'aurais accepté les solutions qu'on me propose. On peut penser aussi à on va dire, tous les débats qu'on peut entendre dans la rue. On peut se dire qu'il manque on va dire, un certain nombre de connaissances auprès du grand public. Alors, quand j'ai grand public, il y a aussi même la profession d'ingénieur, au sein de la profession d'ingénieur. Et à votre avis, est-ce que on voit quand même certains types de connaissances ou de méthodes qui manquent principalement, en tout cas beaucoup plus que d'autres? Dit autrement, s'il y avait un truc sur lequel il faudrait on va dire, former à peu près tout le monde, ce serait quoi? Alors, la question n'est pas forcément évidente, mais Gildas, peut-être que je peux te laisser la main. Écoute, volontiers, parce que on bosse en ce moment avec des communicants pour essayer d'avoir plus d'impact et ils ne cessent de nous poser cette question-là. Vous voulez dire quoi à qui? Et on a fini par clarifier cet enjeu-là. Il me semble que ce qu'on veut transmettre est un truc aussi fondamental que lire et écrire. L'idée qu'on va faire société si on ne partage pas une vision commune de nos objectifs énergétiques et de gaz à effet de serre, parce que comme le disait Rodolphe, les deux sont extrêmement liés, même si, voilà, enfin, c'est pas exactement les mêmes sujets et l'articulation entre les deux est typiquement une problématique d'ingénieur. Mais diviser par 2 l'énergie, par 6 les émissions de gaz à effet de serre, le fait que tout le monde sache que ça, c'est une base légale et vitale. 2, qui comprennent ce que ça veut dire et pour nos vies et pour l'économie, c'est quelque chose que je crois doit être partagé avec vraiment le plus de monde possible. Et d'ailleurs, je me permets de compléter ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'un boulot d'ingénieur, c'est notamment ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il y a un guide d'une centaine de pages où on source et on analyse une centaine de rapports et on donne toutes nos hypothèses. Donc s'il y a des gens qui veulent rentrer dans la technique, c'est vraiment là que ça se passe. Après, le boulot justement pour moi des ingénieurs, c'est de, comme le fait Rodolphe,
d'absorber une immense quantité d'informations et de faire une synthèse qui soit à la fois honnête et claire pour le grand public. Et c'est là qu'il faut qu'on délivre des messages clairs. Et donc, clairement, moi, celui qui me paraît le plus essentiel, c'est il nous faut diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, mais surtout, il faut les diviser par 2 d'ici 2030, parce que le gros problème, c'est que quand on donne un objectif 2050, il y a à peu près tout le monde qui entend une petite voix qui dit « c'est bon, on est tranquille jusqu'en 2049 ». C'est évidemment absurde, mais voilà, je pense qu'on a tous connu la charrette et le fait de s'y mettre à la veille au soir, c'est humain. Néanmoins, on ne peut pas attendre 2049 pour les objectifs 2050. L'objectif de l'Europe aujourd'hui, c'est plus qu'une division par 2 dans les 8 ans qui viennent. Et donc, s'il y a un truc à partager partout avec tout le monde, c'est qu'il faut que les émissions de gaz à effet de serre baissent maintenant, partout et vite. Et si je me permets une synthèse même un petit peu cavalière, je dirais que tout ce qui ne fait pas baisser les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui est peu utile, voire franchement contre-productif, parce qu'il amène les énergies à se diluer et à rater l'urgence principale, puisque si on ne tient pas les objectifs 2030, les objectifs 2050 seront très très différents, voire impossibles à tenir. Voilà ce qui me semble un des trucs essentiels sur la question du climat. Après, je ne sais pas si tu posais une question de manière beaucoup plus large, on pourra y revenir. Je sais que tu avais cette questionnement de est-ce qu'il manque un outil. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que tu voulais qu'on en Je te parle. poserai la question tout à l'heure. Très bien. Je me tourne vers toi, Rodolphe. Imaginons que toi, tu aies justement l'occasion de faire la vidéo que tu veux avec autant de temps que tu souhaites, suspendre le temps de creuser toutes les sources que tu souhaites, hein, en ayant pour pouvoir faire passer un message que tu pourrais diffuser on va dire, au plus de monde possible, et éventuellement un deuxième message que tu adresserais uniquement une deuxième formation que tu adresserais uniquement aux ingénieurs et à tous les ingénieurs, ce serait quoi? Alors, je partage l'opinion de Gildas sur l'idée qu'aujourd'hui, le message clé, c'est vraiment qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre le plus fort et le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, ça me paraît un objectif beaucoup plus clair qu'une division de l'énergie qui est plus un moyen. Donc, centré sur les émissions de gaz à effet de serre. Après, la grosse problématique, c'est à quel point ça sera accepté, parce que c'est ça la question à se poser, c'est est-ce qu'on réfléchit à un message qu'on doit répandre ou à un message qui aurait un sens et qui soit accepté. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde par exemple le travail que fait l'ADEME pour le suivi de l'opinion des Français, aujourd'hui c'est assez clair que nos concitoyens ont conscience qu'il y a un changement climatique. Ils sont quand même aujourd'hui largement convaincus que c'est une origine humaine. Par contre, il y a encore de très gros flous, voire une ignorance assez large sur la gravité des conséquences déjà là et à venir, et aussi sur les causes, ça se réduit un petit peu, mais sur les causes de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, suivant, c'est difficile, comment dire, tous ces messages, ça serait utile de les répandre, mais est-ce qu'il y en a un plus utile que l'autre? Je ne sais pas, c'est difficile. En tout cas, je pense que si on prend pas conscience de l'enjeu, ça va être difficile de mettre en place les efforts assez importants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors moi j'ai quelques biais. Parmi mes biais, souvent quand je travaille sur un sujet, c'est ce sujet-là dont j'ai envie de parler. En ce moment, avec des collègues, on travaille sur la taxe carbone et je suis assez étonné du fait que la taxe carbone, c'est quelque chose qui est considéré comme absolument nécessaire, même si ce n'est pas suffisant, c'est considéré par absolument nécessaire par tout le monde, l'ADEME, le Haut Conseil pour le climat, les économistes, le troisième groupe du GIEC, etc. Et c'est un sujet qui est abandonné, à mon sens, par une partie des politiques et une grande partie des associations qui se revendiquent de l'écologie. Et j'ai l'impression que c'est un des sujets les plus sous-cotés par rapport à l'importance de cette question, parce que ça a un effet quand même qui est très structurant sur l'économie derrière. Ça ne résout pas tout, il faut continuer à avoir de la recherche, de l'innovation. Je ne suis pas du tout en train de dire que les marchés vont faire tout seul, mais ça permet de mettre en place un système de loquet qui ferme la porte à des ressources fossiles et évite des systèmes de lock-in. Et je ne vois pas d'alternative à une taxe carbone, ou un prix du carbone en tout cas. Et donc, ça me paraît un enjeu absolument prioritaire
notamment en Europe et rapidement. Et rapidement, c'est quelque chose qui a déjà traîné hein, en France, notamment pour des raisons qu'on connaît, mais c'est aussi parce qu'on l'a mal fait. On peut faire plus malin que ce qu'on a fait par le passé. En tout cas, c'est un outil dont l'importance me paraît sous-estimée par beaucoup. Écoute, très intéressant là-dessus, Rodolphe. C'est vrai que c'était une réponse on va dire, qui était particulièrement spécifique. Vous avez parlé quand même tous les deux de ce que vous aviez, des messages que vous avez envie de faire passer. Mais derrière, évidemment, si une fois qu'on a un message à faire passer, on se pose la question de qui on veut le faire passer. On peut aussi se poser la question dans l'autre sens, d'ailleurs, qui on veut sensibiliser et du coup, quels sont les messages qu'on veut faire passer. Et lorsque vous êtes lancé dans vos aventures respectives, donc Gildas, inventant de vie bas carbone, et toi, Rodolphe, ta chaîne YouTube, peut-être aviez-vous un public cible justement en tête que vous vouliez toucher en priorité, un profil type. Alors Rodolphe, toi, tu l'avais déjà en partie évoqué. Et alors du coup, qu'est-ce que c'était ce profil, si vous l'aviez en tête, qu'est-ce que c'était et est-ce que c'est effectivement celui que vous avez aujourd'hui? C'est vraiment une question intéressante, qui on veut toucher et comment. Et ça m'amène à rebondir sur ce que disait Rodolphe tout à l'heure et amener une autre part de notre discussion, puisque depuis tout à l'heure, on demande voilà, quelle part peuvent jouer les ingénieurs là-dedans. Pas une part énorme, comme on l'a dit, puisque justement, on a les ordres de grandeur énergie et climat. Enfin, ce que je résume, on fait partie du millième de la population qui fait une différence entre 1 kilowatt et 1 kilowattheure. Et juste ça, ça nous donne une grande responsabilité. Pour autant, en gros, je rebondis un peu sur ta question d'avant avant de répondre pleinement à celle-là, mais elle s'articule bien. Rodolphe pointait le fait que la question, c'est pas seulement quel message on veut faire passer, c'est qu'est-ce que ça veut dire passer un message et est-ce qu'il est accepté ce message. Et c'est là que le climat n'est plus du tout un truc d'ingénieur. Au fond, on a besoin d'ingénieurs pour faire la technique, mais l'essentiel de l'enjeu, il est sociétal, politique, économique, voire philosophique. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Et ça, ce n'est pas juste une question d'ingénieur. Qu'est-ce qu'on est prêt à changer? Qu'est-ce qu'on ne veut pas changer? Il y a un philosophe qui est aussi ingénieur, que vous connaissez peut-être, qui est Monsieur Dupuis, qui est donc polytechnicien, qui a beaucoup travaillé justement sur les grands risques et qui a une phrase clé. Enfin, je vous recommande son Pour un catastrophisme éclairé, qui a donné plein de structures sur comment on pense des risques énormes à très faible probabilité. Mais au-delà de la technique remarquable qu'il a amenée, il y a une idée très simple. Jean-Pierre Dupuis, il dit « Il est temps de commencer à croire à ce que nous savons. » Il est temps de commencer à croire à ce que nous savons. Ça dit tout. En fait, en France, aujourd'hui, absolument tout le monde sait qu'on a un problème sérieux, voire majeur, avec le réchauffement climatique. Tout le monde le sait. Mais on fait comme si de rien n'était. On ne le croit pas vraiment. On a l'information, mais pour autant, l'information ne rentre pas dans nos critères de décision essentiels au jour le jour. Et donc, ce qui me semble le plus important aujourd'hui à faire passer, ce n'est pas tant un message, c'est-à-dire une information, c'est une posture. C'est qu'on se mette à arrêter de faire comme si de rien n'était, qu'on se mette à croire ce qu'on sait. Enfin, voilà, il ne vous a pas échappé que le GIEC vient de sortir son 6e rapport. Juste le groupe 1, c'est maintenant quasiment 5000 pages. Et en fait, il y a quasiment la même chose que dans le 5e rapport, qui est dans le 4e rapport. Bon, il y a eu un peu de changement dans les 3 premiers, mais on connaît très bien le sujet climatique. Il est quand même relativement médiatisé. Le truc, c'est qu'on ne passe pas du savoir à intégrer ce savoir dans nos croyances et donc dans nos décisions. Donc ça, c'est le message le plus essentiel pour moi. Et en fait, ce n'est pas un message, c'est un vécu. C'est quelque chose qui peut être modifié. La question de nos croyances, ce n'est pas de l'information, c'est une question de vécu de groupe. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la Convention citoyenne pour le climat a montré que quand des gens débattent ensemble avec des experts pendant des périodes répétées, ils changent très rapidement leur point de vue et leur posture et leur croyance sur le sujet. Donc, clairement, aujourd'hui, pour moi, le message prioritaire, ce serait une convention citoyenne pour le climat avec 67 millions de personnes. Et donc, mon premier message, ma première cible, c'est 67 millions de personnes, parce que si tous les citoyens français ne comprennent pas nos cibles et nos projets, ben, ça ne peut pas marcher.
On l'a très bien vu avec la Convention citoyenne pour le climat. On a organisé quelque chose de colossal comme effort, avec une mission très très claire, qui était de dire faites-nous un ensemble de mesures applicables qui répondent à la nécessité vitale et légale. Et une fois qu'on a eu le rendu de ces 49 mesures, on s'est dépêché de ne quasiment pas regarder ce qu'il y avait dedans et de viser très très en deçà. Par exemple, une mesure phare qui était de passer l'autoroute à 110 km/h a été supprimée d'emblée. Il n'y a même pas eu de débat, ni dans la société, ni à l'Assemblée. Et donc on voit que si on demande à des gens d'aller très loin dans la question du climat, mais que la population ne se saisit pas de la question, ben, on aboutit à un hiatus et à des propositions qui paraissent inapplicables. Ce qui est ironique, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, la question de baisser les vitesses sur autoroute revient par un autre biais. Et donc peut-être qu'on finira par réussir à avoir un débat sur cette question-là. Mais vraiment, il faut qu'on arrive à avoir un débat à très large échelle. Pour répondre aussi à ta question de manière réaliste, parce qu'aujourd'hui, je n'ai absolument pas les moyens de toucher 67 millions de personnes, je l'aimerais, mais on est une toute petite association. Et ben, en attendant d'avoir un moyen de déployer à très large échelle, on vise en premier lieu les décideurs, que ce soit ceux des collectivités ou des entreprises, parce qu'ils ont des leviers pour faire baisser les émissions par rapport à la réalité qu'on donnait avant. Tout le monde n'arrête pas de me dire, mais c'est génial ce que vous faites, il faudrait aller former les enfants dans les écoles. Qu'est-ce qu'un enfant de 10 ans peut à la division par 2 des émissions de gaz à effet de serre dans les 8 ans qui viennent? Pas grand-chose. Or, c'est ça le plus important. Donc, si on veut diviser par 2 dans les 8 ans qui viennent, il nous faut les maires, les élus, les directeurs, les PDG. Et donc, c'est une autre cible en plus de l'ensemble de la population. Merci Gildas. Je me tourne vers toi maintenant, Rodolphe. Lorsque tu as créé ta chaîne, est-ce que tu pensais quand même toucher une cible en particulier qui était ta cible? Déjà, est-ce que ça répond bien aux enjeux que tu mentionnais auparavant? Et autre question qui m'intéresse, c'est cette cible que tu avais imaginée au début, est-ce que c'est celle que tu as aujourd'hui? Je pense que je n'avais pas beaucoup réfléchi à cette question. Et en fait, quand je fais les vidéos, j'essaye de moi me faire une opinion et ensuite d'apporter les éléments qui m'ont permis de me faire une opinion. Clairement, ma cible, ce n'est pas 67 millions de Français. Je fais des vidéos face cam qui ne sont pas très imagées, qui sont un peu austères et un peu longues, un peu détaillées. Je n'ai pas peur de donner des quantifications. Je n'ai pas peur de donner des kilowatts et des kilowattheures. Donc, apparemment, ça peut être une difficulté pour certains. Donc non, c'est pas 67 millions de Français, c'est plutôt soit des personnes qui ont déjà un peu ces clés de lecture et qui veulent savoir ce que dit un peu la technique ou les éléments scientifiques sur des sujets donnés et qui me font confiance pour réussir à faire cette synthèse, ce qui n'est pas évident. Soit des personnes effectivement qui sont sensibilisées à l'écologie, qui veulent aller un peu plus loin ou qui se retrouvent face à des discours contradictoires. J'ai un collègue vidéaste une fois qui m'a dit que je faisais du B2B, donc que je faisais plus de la vulgarisation pour vulgarisateurs que pour le grand public. Je ne dirais pas. Et après, ça fonctionne assez bien parce que j'ai des collègues vidéastes, vulgarisateurs qui font des contenus un peu plus courts ou qui intègrent des sujets d'écologie sur leur chaîne sans être spécialistes, qui viennent me voir. Et donc, j'ai quand même aujourd'hui une reconnaissance en tant que spécialiste de ces sujets, et il y a des personnes qui viennent me voir pour ça, et ça me permet de relire des scripts et d'aider un petit peu et d'essayer de pousser ces sujets sur d'autres chaînes ou d'autres médias. Donc il y a une forme de ruissellement de la connaissance qui fonctionne globalement mieux que le ruissellement en économie. Et j'ai fait aussi des contenus un peu ailleurs, notamment une vidéo sur la chaîne YouTube du Monde qui est plus courte, qui est plus synthétique et qui est là et destinée au grand public, quoi. Et donc, le problème que j'ai plutôt sur la chaîne, c'est aujourd'hui, quelqu'un a encore besoin de la voiture parce qu'il vit dans un milieu peu dense où c'est très compliqué de s'en passer. Il réfléchit, est-ce qu'une voiture électrique, c'est mieux? Il fait des recherches sur Internet, il trouve absolument n'importe quoi. Et donc, moi, j'ai fait une vidéo d'1 heure qui va regarder ça dans les détails, où je montre les calculs, où je montre les sources. Et du coup, je pense qu'une fois que cette vidéo est regardée, il y a une idée qui est un peu plus précise et c'est un peu plus backé que d'autres contenus. Et donc, c'est ça, quelque part, la problématique. C'est que si on fait que du contenu
grand public et si tout le monde en fait en racontant à chaque fois des choses contradictoires, il n'y a aucune façon de se faire une opinion éclairée. En fait, le gros problème aujourd'hui, ce n'est pas une disponibilité de l'information, c'est qu'il y a beaucoup trop de bruit, il y a beaucoup trop de désinformation sur ces sujets, dont parfois des personnes qui ont une formation technique ou scientifique et qui racontent n'importe quoi. En ce moment, la voiture électrique, je pense que c'est un bel exemple. Et même sur les sujets de climat, voilà, quelqu'un du grand public, qu'est-ce qu'il fait quand il a une conférence de Valérie Masson-Delmotte d'un côté et de l'autre côté, il a une conférence d'1 heure et demie de François Gervais qui raconte exactement l'inverse. Et donc, moi, j'essaye plutôt d'être sur ce niveau-là, quoi, d'essayer de donner des billes pour avoir une information claire et se faire une opinion. Mais forcément, ça demande un peu plus de temps. Et après, je vais plus loin, je peux vulgariser comme je l'ai fait sur la chaîne YouTube du Monde, une fois que je connais vraiment très bien le sujet et que je suis à l'aise pour pouvoir le synthétiser en 10-15 minutes, parce que ça demande de faire des choix éditoriaux qui sont importants. Et voilà. Et je partage l'intérêt pour la Convention citoyenne pour le climat. J'avais fait une vidéo dessus. Après, est-ce que l'ensemble de nos concitoyens peut prendre autant de temps ou aussi peu de temps, ça dépend comment on le voit, que les membres de la Convention? J'en suis pas absolument certain. Et je pense que ça va plus loin que convaincre des maires et des PDG, parce que si on convainc le politique d'agir, le politique, il va faire quoi pour agir? Il va mettre des contraintes fortes sur le public. Et si le public n'est pas prêt, ça sortira dans la rue, ça occupera les ronds-points et ça ne bougera pas d'un poil. Donc, il faut vraiment réussir soit à reconstruire des liens de confiance et que nos concitoyens sachent vers quoi on va et sont prêts à accepter un peu les yeux fermés, entre guillemets, comprennent la finalité et sont prêts à accepter les moyens sans les comprendre forcément jusqu'au bout, soit il faut expliquer ces moyens jusqu'au bout et là c'est vraiment pas évident. Et là, on se retrouve à la fois, pour moi, la plus grosse difficulté dans ce cas-là, c'est même pas de réussir à expliquer l'intérêt d'une taxe carbone ou à quel point la voiture électrique peut aider ou pas, ou à quel point la sobriété peut aider ou pas. La difficulté, c'est pas de réussir à expliquer ça, c'est de réussir à épurer un peu l'information et à limiter l'exposition à des discours mensongers. Si d'un côté, vous expliquez l'intérêt que peut avoir les renouvelables et que de l'autre côté, Arte fait un documentaire, La face cachée des énergies vertes avec Pitron et Mélan, eh ben, on n'avance pas beaucoup, quoi. Donc là, il y a un vrai gros problème qui est la structure informationnelle et la perception de l'information, en fait, la façon dont c'est géré et notre tolérance à la désinformation dans des médias mainstream sur des sujets d'énergie. Si on prend l'exemple du nucléaire, on a une tolérance à la désinformation sur ces sujets dans les médias mainstream qui me paraît assez fou en vrai. Donc là, il y a des enjeux, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire là-dessus. Moi, je fais ce que je peux, j'essaye de répondre à certains discours, j'essaye d'en produire d'autres, mais clairement, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez rapide. Il y a beaucoup, beaucoup trop de trucs à aborder. Bref, j'ai encore un peu débordé. Bah, écoute, effectivement, hein, puisque la question suivante qu'on allait te poser, j'ai failli te dire que tu me faisais une très belle transition, et puis comme tu es parti sur ta lancée, tu as fait un peu plus que la transition. Parce que dans le cadrage, on s'était finalement fait cette remarque que, en fait, on a quand même énormément de débats d'experts. Il suffit de voir un peu les discussions qu'on a pu avoir des fois à Centrale Énergie, les discussions que vous allez peut-être avoir tout à l'heure, Gildas et Rodolphe, hein, sur certains sujets, si jamais on découvre certains désaccords. Mais en fait, très vite, on se rend compte qu'on est néophyte d'à peu près tout, énormément de sujets. Quel que soit son profil, hein, personne n'est Dieu le Père omniscient sur tous les sujets, et même quelqu'un qui aurait une compétence scientifique absolument incroyable peut se retrouver complètement largué sur un autre sujet, et on se retrouve parfois avec, tu l'as très bien dit, Rodolphe, face à des experts ou des gens qui semblent avoir une certaine légitimité, qui vont tenir des discours complètement contradictoires et qu'on va voir passer sous forme de débat dans les médias mainstream. Et quand on est, j'allais dire monsieur, madame, tout le monde, mais c'est quand on est un être humain normalement constitué, j'ai plutôt envie de dire, l'immense majorité de ces débats, pour beaucoup de ces débats, on est absolument incapable de les suivre et de se faire un regard critique. Typiquement, je pense à un certain Vincent Courtillot, dont tu as beaucoup parlé sur ta chaîne, Rodolphe. On peut s'interroger finalement sur comment est-ce qu'un être humain qui voit une conférence de Courtillot peut avoir un regard critique quand il n'a absolument pas le temps
que toi, tu as eu pour débunker sa conférence, hein. Et on pourrait même aller un cran plus loin. C'est quelqu'un qui regarde ta propre vidéo, un être humain normalement constitué, n'a pas le temps de faire le travail qu'il faudrait pour vérifier que toi, tu n'es pas non plus en train de raconter du flanc sur ce que raconte Vincent Courtillot. Donc finalement, la question que je vais poser directement plutôt à Gildas, pour qu'il ait l'occasion aussi d'apporter son grain de sel là-dessus, mais tu pourras évidemment rebondir derrière, c'est comment en fait on s'y retrouve, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver dans tous ces débats, dans tous ces sujets qui parfois sont très techniques, hein, quand l'immense majorité du temps, on n'a absolument pas le temps qui est réellement nécessaire pour se l'approprier, mais dans une démocratie comme la nôtre, où il faut quand même une fois de temps en temps au moins mettre un bulletin de vote dans une urne, on a quand même un besoin de se faire un avis, et même au-delà du vote, parce que je sens que Gildas va se jeter sur moi sinon, on a également, c'était purement gratuit, on a des actions citoyennes à faire au jour le jour. Donc finalement, comment se fier, enfin, quel est votre point de vue quels sont les filtres à avoir pour savoir si un outil de vulgarisation ou une conférence que l'on suit, on peut s'y fier. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un pour lui dire pourquoi est-ce que vous, ce que vous faites, ces personnes-là peuvent plus s'y fier que d'autres sources qui vous contrediraient? C'est une énorme question que tu poses là et moi, elle m'a touché énormément puisque un de mes mentors au Palais de la Découverte était lui-même climato-sceptique et vu l'énorme estime que j'avais pour lui, j'ai été inondé pendant des mois de propagande climato-sceptique et je me suis posé très sincèrement la question de est-ce que c'était vrai. Voilà. Et du coup, j'ai vécu là-dedans longtemps. Bon, j'en suis sorti quand même assez vite et en mobilisant notamment, enfin, ce qui est sûr en fait, c'est qu'on ne peut pas se sortir des controverses par la technique. Le fait de savoir si un argument technique est juste ou pas, c'est un truc sans fin. Parce qu'il est très, très, très facile de jeter le doute sur un point hyper compliqué. Et ensuite, il faut plusieurs heures, voire des fois plusieurs mois, pour pouvoir expliquer pourquoi c'est juste ou pas. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui consacrent leur vie à étudier le climat et qui sont des milliers. C'est un des trucs qu'on oublie parfois, hein, mais il n'y a aucun sujet au monde sur lequel il y a un effort de recherche comparable avec ce qu'on a fait sur le climat. Ce que fait le GIEC sur le climat est quelque chose d'absolument inédit. Et pour ceux qui avaient été marqués par le projet Manhattan aux États-Unis, c'était une petite blague, le projet Manhattan, en termes de recherche à côté de ce qu'on fait sur le climat. Donc, vraiment, c'est gigantesque cet effort-là. L'idée que dans une demi-heure de débat, on pourrait dire si ces gens-là, il y a 6 ans, dans la 20 millième ligne du programme, se sont trompés sur tel paramètre, c'est totalement illusoire. On ne peut pas contrôler tous les paramètres. L'autre chose qui m'a marqué là-dessus, enfin voilà, j'ai visité des labos de climatologie. Quand tu vois réellement ce que c'est que de faire une mesure de delta O18, delta O16, enfin voilà, c'est comme ça qu'on reconstitue des paléotempératures avec les isotopes de l'oxygène. Quand tu vois les machines qui font ça, comment on stocke les prélèvements, les programmes qui traitent les données, l'idée que qui que ce soit qui n'y a pas passé sa vie peut dire si la mesure est juste ou pas est une blague. C'est pas possible. Donc à partir de là, il faut arrêter de rentrer dans le fond, il faut rentrer sur la structure. Et là, je suis Bruno Latour. On avait la chance de l'avoir aux mines qui nous donnait des cours là-dessus, qui disait que quand il y a une controverse scientifique, il faut cartographier la controverse. Et donc, il faut savoir qui dit quoi, qui est allié avec qui bosse avec quelle méthode et qui est payé par qui. Une fois que tu as ce plan-là, les choses deviennent hyper claires. Et donc, une fois que tu as un peu compris qui c'est le GIEC, comment il travaille, l'idée que ces gens-là seraient un vaste complot ne tient pas 2 secondes. Mais pas 2 secondes. Parce qu'en fait, des complots, il y en a eu, malheureusement. C'est bien pour ça que le complotisme est un problème terrible. Ça a existé, des complots. Mais des complots qui impliquent plusieurs milliers de scientifiques du monde entier, qui sont globalement des gens qui sont à peu près tous fonctionnaires, qui ont tous à peu près choisi la science alors qu'ils pourraient gagner 3 à 10 fois plus dans le privé, qui n'ont pas du coup d'enjeu d'argent ni d'enjeu de carrière et qui appartiennent à des centaines d'universités différentes, l'idée que ces gens-là se coordonnent pour faire un gros mensonge et que ça ne sort pas ne tient pas 2 secondes. Vraiment, et c'était une grande thèse climato-sceptique à un moment de dire
Ah oui, le GIEC fait de la désinformation. C'est pas possible. Et là, si on commence à regarder comment est structuré le GIEC et comment sont structurés les gens qui le contestent, l'asymétrie est plus que flagrante. Plus que flagrante. Et donc, moi, c'est ça que je pense qu'il faut vraiment faire, c'est aller regarder qui travaille avec quelle méthode. L'immense majorité des climato-sceptiques ne sont pas climatologues. C'est tout bête, hein, mais il y a énormément d'ingénieurs notamment. J'ai une formation scientifique, mais je ne suis pas climatologue. Être climatologue, c'est publier des papiers de recherche en climatologie dans des revues à comité de lecture. Si on se dit que déjà, on s'intéresse plus qu'aux climatologues qui ont publié des papiers de climatologie dans des revues à comité de lecture, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Vraiment, vraiment pas beaucoup. Et à l'inverse, si on regarde ce que disent l'ensemble des gens qui sont climatologues et comment ils se coordonnent surtout et comment ils se contrôlent, c'est très intéressant d'aller voir tous les mécanismes de relecture du GIEC, de contestation, de discussion des certitudes et des incertitudes. Il faut rentrer dans les processus. Comment les gens s'organisent, comment ils travaillent, est-ce que leur travail est transparent? Et donc, pour dire les choses très simplement, pourquoi nous, je considère que notre boulot, il est fiable, tout simplement parce que tout ce qu'on fait est publié. Voilà. Toutes nos sources et toutes nos hypothèses sont en libre téléchargement, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tous les outils de vulgarisation sur le climat. Et je pense que la transparence et la capacité à discuter des hypothèses, ce qui est toujours une prise de risque, hein, parce qu'évidemment, il y a des hypothèses qui pourraient être faites différemment, et il y a beaucoup de sources qui sont faibles, parce que malheureusement, la qualité de l'information fondamentale sur le climat laisse très souvent à désirer. Pour ne donner qu'un seul exemple, hein, j'ai un facteur 70 d'incertitude sur le numérique entre les chiffres du gouvernement et les chiffres du Shift Project. Bon, voilà, et des trucs comme ça, il y en a plein. Voilà, tu dis comment moi je fais de la vulgarisation honnête quand j'ai un facteur 70 entre le CGDD, le Commissariat Général au Développement Durable, et le Shift Project. Voilà, j'écris, je donne mes hypothèses et j'accepte d'être critiquable, mais au moins je cite tout ça, quoi. Voilà. En fait, avant de laisser la parole à Rodolphe, ton dernier point, si je devais le reformuler, ce serait la transparence et surtout la capacité à corriger ce que tu fais si jamais il y a une erreur. C'est-à-dire que tout le monde fait des erreurs, ça arrive, c'est humain. Maintenant, toi, tu dirais que si jamais toi, tu as mis un mécanisme en place qui est la transparence, qui permet à des gens de te faire remarquer si tu as fait une erreur et d'accepter de la corriger si jamais elle est justifiée. Alors, il y a ça, bien sûr, et surtout, et là, je vais quand même citer Jancovici, parce que ça fait quand même 1 heure qu'on parle de climat et on n'a pas encore cité Jean-Marc Jancovici, je ne sais pas comment on a fait. Il faut arrêter de confondre 1 et 1000. Et c'est toujours cette idée d'ordre de grandeur qui est clé. C'est-à-dire qu'il y a plein d'incertitudes à plein d'endroits, il y a plein de chiffres qu'on ne connaît pas. Mais le fait qu'il faut diviser par 5 à 10 nos émissions de gaz à effet de serre, ça, il n'y a pas la moindre doute là-dessus. Cet ordre de grandeur, il est hyper fiable, il est hyper net. Et à un moment, le fait qu'il y ait 10 ou 20% d'incertitude sur plein de chiffres, on s'en fout et c'est normal. Et il y a des fois, ça ne vaut pas le coup de mettre l'énergie pour aller fabriquer un chiffre plus précis. C'est d'ailleurs une des très 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 grandes stratégies des climato-sceptiques, c'est d'instrumentaliser une incertitude normale pour semer du doute et amener le débat à se perdre sur un détail au lieu de regarder la grande image qui est qu'il n'y a pas photo, les émissions elles sont beaucoup trop hautes et elles augmentent, alors qu'elles devraient être beaucoup plus basses et en forte diminution. Donc, il faut garder les grandes images. Oui, pour corriger les erreurs, mais surtout pour mettre l'énergie sur ce qui compte, c'est-à-dire les ordres de grandeur généraux et essentiels, quoi. Si je rebondis sur un point, on a réussi à passer 1 heure à parler énergie-climat sans citer Jean Covici. On a quand même réussi un autre tour de force qui est de parler de sensibilisation au climat sans jamais parler de fresque du climat et sans même les Si inviter. Gildas l'a évoqué à la fresque. Oh zut, mais on a réussi à pas les inviter, c'est pas mal, non? C'est vrai. C'est vrai, on En aurait plus, pu. ça a été créé par un centralien. Blague à part, hein, et private joke mise de côté, Rodolphe, est-ce que tu as envie alors déjà de compléter tout ce que tu dis, parce que tu as déjà beaucoup évoqué le sujet, et potentiellement de Ouais, réagir sur ce que Gildas vient de dire? ouais, un petit peu. Je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a pas mal de controverses médiatiques ou dans le milieu politique qui n'en sont pas vraiment, qui ont été tranchées
depuis longtemps dans les milieux scientifiques, c'est vrai pour quasiment tous les arguments climato-sceptiques. Et du coup, effectivement, les éléments scientifiques permettent de résoudre ces controverses. Mais là où je rejoins Gildas, c'est que on peut pas, tout le monde ne peut pas faire l'effort de faire les recherches soi-même, de tout comprendre et de trancher. Donc, le problème, ce n'est pas tellement notre capacité à résoudre certains de ces débats un peu artificiels, c'est d'en accepter les résultats. Et du coup, ce qui manque quelque part, c'est plutôt ça. C'est parce que en fait, dans notre vie de tous les jours, on ne fait comment dire, faire confiance à des tiers, quoi. Quand j'emmène la voiture chez le garagiste, je ne vais pas comprendre entièrement ce qui ne va pas dans ma voiture, ce qu'il faut changer pour être sûr qu'il a bien fait son travail. Je ne vais pas aller vérifier. Et c'est pareil pour plein de choses. Le boulanger, s'il voulait, il pourrait empoisonner la baguette. Et en fait, on passe notre temps à faire confiance à des tiers. Et dans le milieu informationnel, ça fonctionne moins bien. Et je pense qu'un truc qui fonctionne, moi, il y a un truc qui m'étonne toujours, c'est que, OK, Raoult arrive dans les médias, il dit 3 conneries. On va regarder de plus près, on se rend compte que c'est des conneries. Et en fait, la légitimité qu'on lui accorde, la crédibilité qu'on lui accorde, elle devrait descendre en flèche et il ne devrait pas être réinvité. Et c'est ça qui manque un peu dans cette structure, j'ai l'impression, c'est que on pourrait avoir des personnes spécialisées qui vont voir s'il y a controverse ou pas, mais le problème, c'est que même quand la question est réglée, on n'en tire pas les conclusions. Et il y a des personnes qui reviennent continuellement à la charge et qui désinforment, et ils arrivent à le faire pendant des années, voire des décennies, en étant continuellement invités par des médias qui ont l'impression qu'avoir une parole divergente, ça veut dire qu'il y a encore un dissensus scientifique, ce qui n'est pas toujours le cas, quoi. Donc, je dirais que le problème de notre appréciation de l'information, c'est plus un problème de chaîne de confiance. On n'arrive pas à créer ça, quoi. Je ne sais pas si ça aide beaucoup, hein. C'est des problèmes que j'ai moi-même. On pourrait éventuellement y revenir dans la phase de questions-réponses si jamais on a des remarques du public sur ce sujet-là. En tout cas, là-dessus, on pourrait être… Ouais, je vais juste rebondir Allez, sur un petit truc qui est… et du coup, qu'est-ce que j'essaye d'apporter pour ça? Moi, quand j'avance des arguments, j'essaye… Alors déjà, je mets les sources. Effectivement, je pense que la transparence est extrêmement importante. Je mets les sources, j'essaie de les montrer aussi, hein, quand il y a des graphiques qui peuvent appuyer les propos, etc. Quand je vois qu'il y a des débats, j'essaye d'anticiper certaines réactions. Et je pense que c'est extrêmement important aussi que des acteurs qui se veulent respectables acceptent d'être questionnés et réussissent à se remettre en question quand ils ont tort. Et ça, c'est pas forcément bien vu par le public, mais une personne qui n'a jamais tort, en fait, elle a rarement raison, quoi. Parce que c'est surtout sur des sujets de cette complexité, l'erreur est vite arrivée et quand on te met le nez dans tes erreurs, il faut savoir les reconnaître et c'est important. Et un acteur qui reconnaît ses erreurs, pour moi, gagne en crédibilité. Alors si c'est toutes les 4 matins, c'est qu'il fait mal son travail à la base, mais je comprends que ça arrive de temps en temps. Et ça, c'est important aussi. Donc, la transparence, je rejoins Gildas là-dessus. Et puis, quand on prend le temps, comme moi, qu'on a des longues vidéos, c'est important aussi de différencier ce qu'on est sûr de… voilà, là, il y a des ordres de grandeur. Il y a un facteur 70, je le dirais si je présente un truc avec un facteur 70 et je dirais, voilà, il y a des sources divergentes. Donc, ce qu'on est sûr, c'est que ça a un impact, mais ça va de là à là. Et pourquoi il y a cette différence? Parce qu'il y a des hypothèses sur tel ou tel truc qui sont différents. Et voilà. Ouais. Donc, la transparence, je rejoins Gildas entièrement là-dessus. Oui, on a parlé beaucoup donc, de ce que vous faites, de vos outils, des messages que vous cherchez à faire passer. Pourquoi est-ce que vous considérez qu'on peut faire confiance à ce que vous faites? Maintenant, si on arrive à la question et je vous avais prévenu, donc pas de mauvaise surprise derrière, on arrive à la petite question qui fâche. Il n'y a pas d'outil parfait. Ça se saurait, autrement ça se saurait. Donc, je m'attends très fortement à ce que vous receviez des critiques par rapport à ce que vous faites, que ce soit dans le fond ou alors dans la forme de vos approches de sensibilisation. Et donc, du coup, je pense que ce serait intéressant que vous partagiez avec nous, je pense, ces principales critiques que vous recevez sur vos outils lorsque quelqu'un vous dit que finalement, il y a un truc qui, on va dire, qui pourrait être améliorable, voire qui ne va absolument pas du tout. Rodolphe, toi, tu as même eu droit à des
à des articles de presse à ton sujet qui ont valu de nouvelles vidéos d'ailleurs. Je crois comprendre aussi qu'on t'a parlé, on a dit que tu faisais du B2B, alors je ne sais pas si c'était une critique ou pas. D'ailleurs, après tout, c'est peut-être aussi quelque chose que tu assumes complètement. Donc, est-ce que alors, j'ai peut-être pas envie de dire que vous aimeriez partager avec nous, mais plutôt que vous accepteriez de partager avec nous sur ces critiques, est-ce que vous les acceptez? Est-ce que vous pensez qu'elles sont justifiées et qu'est-ce que vous en faites? Tu veux commencer, Rodolphe ou... Alors, je crois que c'est la première fois que je vais vous demander qui commence entre vous Bon, deux. Peu importe. bon. Bon, bah écoute, alors j'y vais du coup. Justement, ça me permet de compléter un point que je n'ai pas précisé, qui est souvent une grande incompréhension. On nous dit oui, non, mais c'est bien votre outil avant nos vies bas carbone, mais ça met toute la pression sur les individus et ça fait oublier la responsabilité des grandes structures, de l'État, des entreprises, et ça fait croire que les solutions seraient individuelles. Euh, Critique, j'allais dire, qui serait infiniment justifiée si c'est ça qu'on portait. Simplement, ça, c'est quand on n'a pas eu le temps de s'expliquer. On porte effectivement une vision précise de ce que c'est qu'une vie bas carbone et de l'empreinte carbone moyenne en France, parce qu'on croit qu'en termes d'imaginaire, c'est extrêmement puissant, qu'on a besoin de déconstruire Star Wars, en gros, l'idée qu'on sera tous dans des vaisseaux avec des sabres laser et de la communication 3D partout tout le temps. En gros, le truc où on va se retrouver à énergie limitée, cet imaginaire du futur-là, il faut le déconstruire. Et on trouve ça intéressant d'amener les gens à réfléchir sur leur propre vie. Combien d'avions ils prennent, combien de voitures ils font. Pour autant, et c'est la dernière partie de l'atelier, on ne croit absolument pas que toutes les solutions soient individuelles, loin de là, puisque évidemment, si on reprend la voiture, par exemple, c'est un enjeu éminemment collectif, puisque une des premières questions clés, c'est comment on s'organise collectivement pour que dans 5 ans, dans 10 ans, tout le monde ait un commerce à côté de chez lui et un médecin à côté de chez lui, et pas besoin de faire 20 ou 30 bornes pour ceux qui sont dans les déserts médicaux de campagne pour pouvoir trouver quelque chose. À côté de ça, tiens, ça me donne l'occasion de le placer. On parle des ingénieurs depuis tout à l'heure. Il y a quand même des sujets effectivement techniques et technologiques. La voiture à 1 litre au 100, on saurait tout à fait la produire. Bon, elle serait sans doute beaucoup, beaucoup, beaucoup plus légère qu'un SUV, quoi. Elle fait sans doute entre 500 et 700 kilos, et probablement qu'elle ne roule pas tellement au-dessus de 70 km/h. Mais on pourrait tout à fait faire des voitures qui roulent à 1 litre au 100, et là, déjà, boum, tu divises par 5 la consommation d'hydrocarbures des voitures en France. Ça, c'est quelque chose qui s'organise. On a besoin d'un ensemble de R&D, d'une chaîne de production, mais on a besoin du contexte social où c'est acceptable d'avoir une petite voiture qui roule un peu moins vite. Et donc, les solutions sont nécessairement collectives. Nous, on utilise Inventons nos vies bas carbone pour bouger l'imaginaire, et ensuite, on amène les gens à travailler sur des solutions collectives, souvent à partir des 149 mesures de la fresque du climat, pardon, de la Convention citoyenne pour le climat. Les 149 mesures de la Convention citoyenne pour le climat sont une base intéressante pour réfléchir à l'échelle collective, ou avec le plan d'action de l'entreprise quand c'est une entreprise, ou le PCAET quand c'est une collectivité. Mais souvent, on nous met dans la case éco-geste individuel. Non, on ne croit pas que ce soit suffisant, même si, effectivement, on pense que l'exemplarité a un rôle et qu'il est temps que tous les gens qui s'intéressent au climat, par exemple, arrêtent de prendre l'avion le plus rapidement possible et baissent leur consommation de viande, parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer une norme sociale. Plus il y a de gens, et si possible intégrés, qui modifient leur comportement, plus le fait un jour de passer des lois qui amènent une restructuration du secteur économique concerné devient envisageable. Donc on ne croit pas aux individus en tant que tels, mais c'est quand même un reproche qu'on nous fait. L'autre reproche qu'on nous fait, c'est que on compare toujours à la cible 2 tonnes, et il y a des gens qui en sont très loin. Parce que je vous dis, la moyenne française, c'est 10 tonnes. Mais attention, les 1% les plus riches en France, ils sont au-dessus de 50 tonnes. Et donc là, l'autre jour, j'étais avec des gens qui faisaient chacun plus de 25 000 km par an en voiture juste pour le travail. Et ils trouvaient que nos cartes étaient quand même très petites, quoi. Et c'est vrai qu'ils se sentaient un peu mal à l'aise en se disant, voilà, c'est bien de voir comment on passe de 10 tonnes à 2 tonnes, mais quand moi je suis à 20 tonnes, quelle est ma place dans cette histoire-là? Alors, on est bien d'accord que c'est beaucoup trop et qu'il faut qu'il baisse.
Après, le but, c'est pas pour autant de les exclure. On a absolument besoin que ceux qui sont en haut baissent, sinon ça va pas marcher. Et donc voilà, c'est aussi une réflexion, comment on parle à des gens qui ont une empreinte carbone beaucoup plus haute. Le mois prochain, on fait le test avec un milliardaire américain qui, lui, doit être à peu près à 200 tonnes de CO2 équivalent. Je rappelle que Elon Musk est quelque part entre 2000 et 5000 tonnes de CO2 équivalent. Donc évidemment, notre discours et notre jeu à l'échelle qui est basé entre 10 tonnes et 2 tonnes ne permet pas de traiter toutes les situations sur Terre, notamment pas celles des très riches, voire des milliardaires. Et ça, aujourd'hui, je n'ai pas encore vraiment d'idée de comment on convainc Elon Musk d'adopter un mode de vie à 2 tonnes. Aujourd'hui, là, je ne suis pas performant sur ce défi-là. Essaie de tweeter un message. Alors, du coup, à ton tour, Rodolphe. Alors effectivement, hein, j'ai souvent ces critiques de je fais des vidéos qui sont trop compliquées, qui sont trop longues. Ça a toujours été le positionnement de la chaîne. Je ne pense pas que ça évolue. En fait, c'est un positionnement qui est assez volontaire. Je considère que moi, avec mes compétences, avec le temps que je peux y consacrer, c'est là que je suis le plus utile. Et moi, je ne sais pas faire d'animation. Je peux faire des vidéos chiantes et poussées d'1 heure. Je ne sais pas faire des vidéos 10 minutes cool. Et je ne sais pas faire ce type de vulgarisation. Et d'autres peuvent le faire en s'appuyant sur mon contenu. Donc, en fait, c'est un positionnement volontaire dans cet écosystème de la vulgarisation et ou des enjeux environnementaux. Donc ça, c'est une première critique. Je fais ce que je peux hein, pour rendre le contenu clair. Je considère qu'une vidéo est regardable sans avoir une très grande connaissance de ces enjeux, sans avoir de grandes connaissances même. C'est sûr que si vous n'y connaissez rien, il faudra la regarder 1 ou 2 fois et peut-être au ralenti. Et si vous connaissez très bien, vous pouvez la regarder en accéléré, ça passera plus vite. Donc là, c'est une première critique. Après, le gros défaut quand même de ce média, il y a plusieurs gros défauts. Hein. Ce média vidéo, il est intéressant parce qu'il permet de toucher pas mal de gens. Aujourd'hui, avec des vidéos d'1 heure, je fais, je sais pas, la voiture électrique, par exemple, ça a fait plus de 300 000 vues pour une vidéo qui est longue, hein, qui est moi qui regarde la caméra. J'exagère, il y a des graphiques, mais c'est quand même pas du divertissement. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que il n'y a aucune édition possible, contrairement à un texte. Hein. Un texte, il y a une erreur, c'est réglé en 2 coups de cuillère à peau et si je veux actualiser, c'est aussi rapide. La vidéo, j'ai aucun outil. Il y a une erreur, elle reste là. Je ne peux pas la supprimer, la remettre, c'est trop compliqué. Ça enlève tous les commentaires. Ça fait que tous les gens qui sont abonnés reçoivent une nouvelle modification. Donc, c'est extrêmement compliqué à changer, à actualiser. Qu'il y a des erreurs qui sont relevées, ça arrive. Hein. Des petites erreurs, ça arrive régulièrement. Je peux mettre un commentaire sous la vidéo, l'épingler, mais c'est tout ce que j'ai à ma disposition. Donc, ça, c'est vraiment une grosse limite. L'autre grosse limite, c'est que ce que je fais, ça me prend un temps infini, en fait. Donc, je bouge très lentement. Je pense qu'on arrive ou pas à la transition énergétique, cette question, elle sera finie avant que j'en épuise les sujets. Donc, aujourd'hui, je mets plus d'1 mois à plein temps à faire une vidéo, ce qui est démentiel. Et après, les critiques un peu plus. Après, j'ai des critiques aussi de personnes qui trouvent que je ne parle pas assez de certains sujets. Je parle assez peu de l'austérité, alors que. Pardon, de l'austérité. Le lapsus, de sobriété, d'efforts individuels, etc. Alors que moi-même, ça fait longtemps que je ne prends plus l'avion, que je mange moins de viande, etc. Beaucoup d'exemples que Gildas a déjà évoqués. Et ça, j'en parle assez peu pour plusieurs raisons. C'est que moi, j'essaie d'apporter les éléments pour se faire une opinion. Je n'essaie pas d'imposer mon opinion ou ma morale. Après, ce n'est peut-être pas la bonne manière de faire. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je défends. Aujourd'hui, je pense, j'espère et je pense être utile dans cet écosystème. Par contre, je serais incapable de dire si je ne pourrais pas être plus utile en faisant les choses un peu plus différemment. Donc, pour l'instant, sur ces questions de positionnement idéologique, de positionnement politique, je suis très peu positionné. Et il y a des personnes qui me le reprochent, qui considèrent… Des fois, je reçois des mails sympas en disant que je fais le travail du système parce que je suis un écologiste du compromis. Voilà, ça arrive. Et donc, effectivement, je ne suis pas très radical, je ne suis pas très engagé. C'est aussi un peu volontaire, c'est aussi parce que avoir un terrain un peu plus neutre, ça permet de discuter avec un peu toutes les sensibilités. Et après, sur des sujets particuliers, mon analyse m'amène quand même à prendre des positions. Donc, pour les antinucléaires, évidemment, je ne suis pas assez antinucléaire.
Pour les anti-renouvelables ou les gens covicistes, je suis trop pro-renouvelable. Pour ceux qui veulent que la voiture disparaisse complètement, ils préféreraient que la voiture électrique soit pire. Ça réglerait tout de suite le problème. Je pense d'ailleurs qu'une voiture qui consommerait 1 litre au 100, eh bien, si en plus c'est une voiture électrique, vous prenez la même et vous en faites une voiture électrique, elle a encore moins d'impact. Ça me paraît assez clair. Et donc voilà, il y a aussi des différends sur les sujets que je traite et des positionnements que j'ai pris techniques parce qu'on est sur des sujets qui sont très politisés et très polarisés d'ailleurs. Et en ce moment, j'ai de plus en plus de problèmes parce qu'il y a quand même une réalité qui existe où on a le 6e rapport du GIEC, par exemple, le groupe 3 est assez clair sur le fait qu'il y a des mesures qui ont permis de réduire les émissions de CO2. Ce n'est pas assez, on ne va pas assez vite, le chantier il est à peine commencé, mais il y a quand même des choses, on a quand même des leviers de sobriété, de technologie, ce que vous voulez. Donc, on sait à peu près ce qu'on doit faire dans les années à venir. Et en fait, ce discours-là, à mon avis, il n'existe pas vraiment et il est très peu audible. Il n'y a que 2 discours au final. Il n'y a pas de problème, ça va bien se passer, la technologie va nous sauver ou on s'en fout. Et puis, l'autre discours, c'est les États, les multinationales ne font rien, on va tous crever. Waouh! Ah, je ne m'attendais pas à autant d'écho à cette parole. Et du coup, c'est assez dur d'être entre les deux. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas qu'un problème sur l'environnement. On a, pour des mécanismes peut-être liés aux réseaux sociaux, une polarisation extrêmement forte. Et quand on n'est pas à un des extrêmes, c'est compliqué. On se fait titiller des 2 côtés, quoi. Donc voilà les différents points que je voulais évoquer rapidement. Merci tous les deux. Une dernière question pour conclure avant de passer aux questions qui ont été posées par le public. Vous avez chacun vos outils, vous avez évoqué ses forces, ses faiblesses ou axes d'amélioration, points de particularité, appelons-les comme on veut. Maintenant, il y a peut-être autre chose que vous voudriez faire, que vous auriez voulu faire, si vous aviez le temps par rapport à ce que vous faites déjà, ou si vous aviez d'autres compétences, qui, à votre sens, auraient énormément de valeur pour vulgariser ou sensibiliser à un sujet particulier. Alors, en termes de thématiques, j'imposerais que la réponse porte sur les thématiques énergie et climat, vu que c'est le sujet de ce soir, même si les thématiques biodiversité, par exemple, sont extrêmement importantes. Mais supposons que vous ayez finalement de nouvelles compétences juste en claquant des doigts, de nouvelles connaissances et un temps, on va dire, 2 fois infini, puisque Rodolphe en utilise déjà 1 fois 1. Qu'est-ce que vous voudriez voir apparaître finalement comme outil de sensibilisation qui pourrait d'ailleurs potentiellement être fait par quelqu'un de l'assistance aujourd'hui? Non, pitié, pas de nouvelles fresques. Si seulement ce que tu as évoqué pouvait être vrai et qu'on pouvait avoir des journées de 36 heures, voire de 72 heures, euh, j'aimerais beaucoup. Deux parties à ta réponse, il y a ce que je fais déjà, parce qu'en fait j'ai 3 ou 4 métiers en parallèle, ce qui a des grands avantages, je ne m'ennuie jamais, mais effectivement, au bout du 4e mi-temps empilé, ça fait des fois beaucoup. Mais justement, la question de la compréhension des écosystèmes. Et pour autant, je reste sur ta contrainte, hein, qui est bien énergie et climat. J'emmène des gens 1 semaine vivre dans une forêt avec, le projet de passer du bon temps, parce que c'est sympa de dormir dans les bois, de manger dans les bois, d'aller se balader. Mais 2, de comprendre ce que c'est qu'un écosystème. Et en Europe, la forêt est l'écosystème spontané, ce que les écologues appellent le climax. Notamment parce que c'est en partie un optimum climatique et énergétique. Et comprendre ce que c'est que les enjeux d'énergie dans un écosystème forestier, c'est quelque chose d'infiniment intéressant en termes, déjà, c'est éclairant en soi, mais ça peut donner énormément de leçons stratégiques pour gouverner une organisation, que ce soit une entreprise, un collectif, ou de leçons techniques, que ce soit pour réinventer l'agriculture ou les bâtiments. Par exemple, tout le monde oublie, pour vous donner un seul exemple, hein, que la photosynthèse est une partie infime de l'énergie que captent les arbres. L'essentiel de l'énergie que les arbres captent, c'est de l'énergie de transport. Ils utilisent des quantités hallucinantes d'énergie solaire pour transporter l'eau qui est dans le sol à plusieurs dizaines de mètres de haut. Tous ceux qui ont déjà pompé de l'eau savent que ça consomme pas mal.
Quand un hectare de forêt te met 30 000 tonnes d'eau par jour dans l'atmosphère, en l'ayant élevé de 20 à 50 mètres, les quantités d'énergie sont absolument gigantesques. Et on oublie ça. Là, et si tu prends ça en compte dans les calculs, on s'aperçoit que les plantes cultivées utilisent déjà 35 fois plus d'énergie que ce qu'on appelle la consommation d'énergie humaine. Donc en fait, au sens strict, nous sommes déjà dans un système énergétique qui est dominé par les plantes. Simplement, on ne se rend même pas compte, on ne connaît tellement pas leur fonctionnement qu'on oublie que l'ensemble des circulations du sol et dans les plantes qui fait que globalement tous les animaux et les humains mangent, c'est une captation et une utilisation d'énergie solaire hyper intéressante. Je ne rentre pas dans la technique. Mais donc voilà, c'est quand même génial quand tu commences à comprendre comment la nature marche, tu peux en déduire des stratégies. En fait, c'est toute la base de la permaculture. La permaculture, c'est comment je fais un monde efficace en copiant les stratégies de la nature. Donc ça, c'est un truc que je fais, mais c'est vrai que j'ai moins de temps pour le faire maintenant que je suis dans l'urgence climatique. S'il y avait quelqu'un qui avait plein de temps pour faire un truc qui me serait infiniment utile, c'est un outil ou une manière de montrer de manière relativement simple et convaincante que la technologie ne nous sauvera pas. Que bien sûr, on a besoin de la technologie, qu'il y a des choses très intéressantes. Et évidemment, Rodolphe, ma voiture d'un litre au 100, dans ma tête, elle est électrique. Et en fait, c'est une flotte de véhicules partagés parce qu'on est passé d'une économie de la propriété à une économie de l'usage. Et on est sur un truc vachement plus intéressant. Et là, il y a un vrai boulot d'ingénieur, mais d'ingénieur généraliste, parce qu'il y a le côté technique, mais aussi le côté organisationnel, l'interface avec la société, l'économie. Voilà, il ne faut pas non plus qu'on réduise l'ingénieur à quelqu'un qui fait des calculs. Ce n'est pas pour rien qu'on est aussi ingénieur généraliste, c'est qu'on a cette capacité à articuler économie, société, sciences et techniques. Et ça, c'est génial. Pour autant, le truc de non, mais on s'en est toujours sorti. Moi, je crois en la technologie ou je crois au progrès de la science. C'est un truc qui revient tout le temps et qui est un petit peu désespérant parce que c'est long. Quand tu as quelqu'un qui n'a pas de notion de physique, lui expliquer que les 10 mecs dont il a entendu parler qui se sont fait assassiner parce qu'ils avaient inventé une machine qui produisait de l'énergie gratuite et infinie était vraisemblablement pas fiable parce qu'on connaît assez bien les lois qui régissent l'énergie et qu'une énergie infinie et gratuite, en fait, ça n'existe pas. En fait, rien que de rendre ça crédible, ça demande un peu de temps. Le fait d'expliquer que construire des réacteurs nucléaires, c'est long et c'est compliqué et que, par exemple, ça ne change rien aux enjeux de 2030. Et plus globalement, qu'en fait, voilà, la technologie n'est pas une baguette magique qui va faire disparaître tous nos problèmes. Ce n'est pas si facile à démontrer et c'est une croyance qui est redoutablement puissante et très, très, très souvent mobilisée. Et donc, sans devenir anti-technologie, moi, voilà, j'ai adoré mes études d'ingénieur et j'aime bien rester techos. Essayer de remettre la technologie à sa juste place, c'est un outil et ce n'est pas une baguette magique, quoi. On n'est pas dans Harry Potter. Comment on clarifie ça, mais justement sans avoir de recours à faire à Harry Potter avec quelque chose qui puisse convaincre tant un ingénieur hyper techno qui bosse sur ITER que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la thermodynamique, ce serait assez génial. Rodolphe, à toi l'honneur. Yes. Alors, moi, je vais être plus concis. moi j'ai... Toi, concis. Ouais, tu vas voir, je vais faire vite. Alors, moi ces enjeux-là, j'aime bien les comprendre en manipulant des outils. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'outils pour nous simplifier la visualisation ou la compréhension du système énergétique, par exemple. Et je trouve que RTE a fait un très bon rapport, là, son rapport Futur 2050, où il montre différents scénarios énergétiques, à la fois en termes de consommation. Il y a une variante haute industrialisation, il y a une variante normale, il y a une variante sobriété, et puis nucléaire ou pas, plus ou moins d'éolien, plus ou moins de photovoltaïque. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que même dans les milieux de vulgarisation de l'énergie où on s'intéresse à ces questions, la compréhension de comment on intègre des renouvelables, etc., elle est vraiment très mauvaise. Et en fait, ils ont ces points. Et moi, ce que je rêve, c'est d'avoir ce qu'on appelle des surrogate modèles. Donc, à partir de leurs modèles hyper compliqués, on les calcule en différents points et ça nous permet de faire des modèles simplifiés qu'on peut bouger avec des petits curseurs et on se dit, voilà, je veux telle société, il me faut telle consommation et ensuite, je fais des choix sur les technologies où je les mets et je regarde si ça boucle. Et parce que moi, c'est un truc que j'ai dû faire pendant mon doctorat. En fait, j'ai manipulé des modèles qui étaient beaucoup trop gros et trop compliqués, qui faisaient des calculs trop longs. Donc, je faisais des calculs dans certains points et
on va dire dans un intervalle, j'avais une approximation qui me donnait des résultats réalistes. Et en fait, avoir des petits trucs comme ça pour le système énergétique en France, ou au moins le système électrique, parce que je pense que les données sont là, ça serait hyper utile d'avoir un outil simplifié pour voir, suivant différents choix, est-ce que ça boucle ou pas. Et je pense même que la même chose pourrait être possible sur le climat. Voilà. Aujourd'hui, si je dois réfléchir, est-ce que je réduis d'abord le CO2 ou d'abord le méthane? Évidemment, c'est une fausse dichotomie, hein, c'est stupide, il faut faire les deux en même temps. Mais ça serait utile d'avoir un petit modèle tout simple sur Internet où je me dis, voilà, si je réduis de 1% le CO2 par an, ça donne quoi sur les températures? Si je réduis d'1% le méthane par an sans toucher au CO2, ça donne quoi? Si je fais les deux en même temps, ça donne quoi? Et ça, je pense qu'on a les modèles hyper compliqués, on a des trajectoires hein, qu'on voit dans les rapports du GIEC, et avoir un petit modèle comme ça qui permet de montrer en fait ce qui se passe quand on joue sur certains leviers, ça aurait un vrai attrait en termes de vulgarisation, en termes de compréhension, à minima pour les personnes qui comprennent mieux quand ils peuvent manipuler plutôt que quand on leur présente une situation donnée. Moi, je fais partie de cette population, c'est pour ça que je dis ça. Mais il y a la vulgarisation hein, qui ressemble à ça sur Internet. Je ne retrouverai pas le nom, mais il y a des gens qui avaient développé des petits jeux en flash pour comprendre la théorie des jeux, par exemple. Et je trouve ça hyper efficace, quoi. Donc, des surrogate modèles, des modèles simplifiés du climat ou de la production d'électricité ou de la production d'énergie pour comprendre un peu quels sont les ordres de grandeur, quels sont les leviers d'action, quelles sont les difficultés. Je trouverais ça précieux. Voir des jeux vidéo. Hein. Il y a plein de, il y a plein de systèmes là qui feraient notamment sur le système électrique, qui feraient des très bons comment dire, systèmes dans des jeux vidéo. En fait, les jeux vidéo s'emparent très très peu de ces questions pour l'instant, alors que ça peut être aussi une manière de sensibiliser. Donc, faites des modèles simplifiés. Vous qui comprenez l'informatique et la physique. Merci Rodolphe. Écoutez, merci à tous les deux. On va pouvoir passer aux questions qui ont été ajoutées dans Speak-up par le public. Si je vais commencer par évoquer la thématique des questions qui sont posées, si dans le public, la personne qui a posé la question se reconnaît, je l'invite à ouvrir son micro et puis à poser elle-même sa question. Elle avait une première question sur, finalement, on a beaucoup abordé le rôle de l'ingénieur sous l'angle de la vulgarisation et quelqu'un se demandait s'il n'y avait pas peut-être mieux à faire pour un ingénieur. Est-ce que cette personne est encore dans le public? Eh bien, pas de réponse, donc je vais la poser à sa place. En fait, cette personne se demande s'il n'y a pas moyen d'avoir plus d'impact qu'en faisant de la vulgarisation, en tout cas pour un ingénieur, par exemple en ayant un engagement dans la définition des politiques publiques ou alors un travail dans une entreprise sur les sujets énergie et climat. Est-ce que vous pensez que vous pourriez avoir plus de poids comme ça? Je pense que c'est nécessaire et que ça aura un poids. J'ai des élèves que j'ai eu en cours maintenant qui sont à la commission, enfin, au conseil technique de la Commission européenne ou au ministère, et je ne doute pas que ça a une importance. Après, c'est très dur de savoir qui a le plus d'impact là-dedans. C'est ce que je disais. J'espère que ce que je fais, c'est utile, mais je serais bien incapable de dire que si en faisant autre chose, je ne serais pas plus utile. Je me sens plus utile que quand je faisais de la recherche, ça c'est sûr. Après, on a besoin des ingénieurs dans les entreprises pour améliorer les technos, ça a quand même permis de faire des choses et on a besoin de conseils aux politiques, c'est certain aussi. Donc, moi, je ne suis pas du tout en train de dire que la seule carrière pertinente pour un ingénieur, c'est de faire de la vulgaire. Ce n'est pas du tout le message. Ouais, j'ai complètement la même position de Rodolphe, hein. On vous parle de ça parce que c'est ce qu'on fait et on a trouvé ça juste, mais je trouverais ça étrange que tous les ingénieurs partent faire de la vulgarisation climat. Je ne crois pas que ce soit un risque majeur non plus. Et évidemment, en fait, il y a besoin d'une immense diversité d'actions et de postures. C'est un des trucs qui tombe bien, quoi, parce que les ingénieurs, en fait, ont fini par faire un peu tout. Il y en a qui font de la recherche, il y en a qui font de l'économie, il y en a qui font de la finance, il y en a qui font de l'orga, il y en a qui font de la logistique, il y en a qui font de la philo. Dans tous les domaines, il y en a qui font de la politique. Dans tous ces domaines-là, on a besoin de gens qui amènent le sujet climatique et globalement le sujet anthropocène et urgence écologique. Lequel a plus d'impact? Alors là, bien malin celui qui sait mesurer ça.
On a besoin que ça bouge partout en même temps de manière coordonnée. Et donc, on a besoin et de l'État, et des entreprises, et des collectivités, et des associations, et des militants, et des non-militants, et du public. Et s'il y a un seul niveau qui ne bouge pas, ça ne peut pas marcher. Donc voilà, je crois qu'il n'y a vraiment pas d'opposition à mettre. Pourquoi moi je me suis concentré là-dessus en ce moment, c'est que j'ai quand même l'impression que techniquement, le sujet est relativement bien baqué. Sur les sciences du climat, le GIEC a fait le job. Et puis, il y a le groupe 2 et le groupe 3 qui nous ont quand même bien expliqué. Et puis, il y a plein d'autres gens. Je pense au rapport BL Évolution qui nous a dit ce serait quoi une trajectoire 1,5 degré en France ou la CCC. Enfin, des ensembles de mesures clés en main pour le politique, il y en a déjà sur la table. Et il me semble que le plus gros point de blocage maintenant, c'est l'opinion publique. Il faut qu'on arrive à bâtir collectivement un imaginaire souhaitable, souhaité par une majorité de personnes qui nous emmène vers le bas carbone. Et j'ai l'impression que c'est là que ça bloque. Le jour où on dit on veut y aller, j'allais dire, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, on sait faire, quoi. Enfin, je dis ça, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, hein, c'est un boulot gigantesque. Mais le gros problème, c'est que pour l'instant, on ne veut pas y aller. On l'a vu avec les CCC, hein, je vous dis, on avait un référentiel très précis du nécessaire. On savait que ce nécessaire était sous-dimensionné puisqu'on visait moins 40%, alors qu'on sait qu'il faut faire au moins 55%, et on a visé un facteur 10 en dessous. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas quoi faire, ni qu'on ne sait pas comment le faire, c'est qu'on ne veut pas faire ce qu'on pourrait faire. Et donc, pour ça que je fais de la vulgarisation en me disant, il faut réussir à convaincre tout le monde qu'on va beaucoup mieux s'en tirer comme ça, et on vivra mieux. Mais c'est très intéressant qu'il y ait des gens qui portent ces sujets-là dans l'administration publique, dans les entreprises, dans la technique, dans la recherche. Je pense qu'il y a des enjeux un peu partout et à chacun d'être utile là où il l'entend, quoi. On a une question suivante sur le partisanisme idéologique. Est-ce que la personne qui pose la question est présente? Je peux essayer. Je sais pas si mon micro est correct. Oui, c'est bon. Ok. Du coup, ce serait pour savoir si vous avez éventuellement quelques pistes pour essayer de dépasser un peu tout ce qui est partisanisme, parce que j'ai l'impression qu'on perd énormément d'énergie à ce sujet, donc que ce soit technologique, économique, ou éventuellement sociétal, dans tous les sujets qui sont liés au climat, ou plus, quoi. Enfin, biodiversité, bon, climat en général. Quand vous dites partisanisme, vous pensez spécifiquement à la politique ou c'est plutôt la question de toujours C'est pas forcément créer, de la politique, créer des c'est plus oppositions? d'être totalement engagé dans un camp, enfin d'être totalement polarisé vis-à-vis d'un sujet, d'une technologie. Et comment faire, du coup, pour essayer de dépasser ça un peu. Moi, ce qui me donne un espoir, en fait, c'est l'urgence et le fait que c'est une des rares fois où on est réellement tous dans le même bateau. C'est-à-dire, le bateau, c'est la Terre. Et enfin, je ne sais plus qui a sorti cette image-là. Le climat, c'est un escape game. Euh, Soit on gagne tous ensemble, soit on perd tous. Mais on est de fait très liés. Et donc, je me dis qu'à un moment, cette réalité-là, qui est quand même assez incontestable, il y a une seule atmosphère, et l'atmosphère se fout royalement que le CO2 ait été émis au Bangladesh, en Chine, aux États-Unis ou en France, qu'il ait été émis par un riche ou par un pauvre, qu'il ait été émis par un pro-nucléaire ou par un anti-nucléaire. L'atmosphère s'en fout. À partir du moment où les gaz à effet de serre sont dans l'atmosphère, ça fait du réchauffement, et potentiellement, on en vivra tous des conséquences dramatiques, ce qu'on peut largement éviter. Et donc, on a un intérêt commun. C'est ça qu'on peut rappeler partout, c'est qu'on a un intérêt commun, et on pourrait même se dire, on s'engueulera après. Enfin, moi, c'est une posture que j'essaye d'avoir avec des gens avec qui je suis en désaccord, de dire, par exemple, sur l'économie et sur la question des inégalités, bon voilà, c'est un sujet qui est sur la table depuis des centaines, voire des milliers d'années. Il est probable qu'il ne se traitera pas de manière finalisée dans les 10 à 20 ans qui viennent. Pour autant, voilà, il faut qu'on arrive à ce que ce débat-là puisse continuer et donc qu'on puisse avoir une civilisation apaisée. Et donc, je pense qu'on peut mettre d'accord tous les gens, y compris ceux qui ne sont pas d'accord du tout sur ce qu'il faudrait faire sur l'économie, qu'il faut garder une planète viable, donc qu'il faut respecter le budget carbone 2 degrés du GIEC et qu'on met ça en œuvre, tout comme, pour prendre une image très simple, quoi, des gens qui sont en grand désaccord peuvent tout à fait se passer les seaux pour éteindre un incendie. Et ben, on est exactement dans ce cas de figure-là. Après, voilà, c'est plus une image que une solution simple, parce que les antagonismes sont forts, notamment en France, où
notre réputation de polémique n'est plus à faire, quoi. Ouais, je pense que moi, j'essaye un peu de le faire en ayant une posture un peu plus neutre sur ces questions polarisées ou en essayant de les argumenter plus pour éviter de tomber dans une tranchée d'un côté ou de l'autre. Je pense que c'est un problème aussi de compréhension, de perception des problèmes et de priorisation. Moi, je reste assez étonné qu'aujourd'hui, en fait, on ne parle plus des impacts des ressources fossiles, quoi. Vous regardez la production de documentaires Arte, quand ils ne font pas des documentaires antinucléaires, ils vont faire des trucs sur les métaux derrière les éoliennes ou les batteries. Et en fait, plus personne ne parle de ce qu'il y a derrière le pétrole, ce qu'il y a derrière le charbon, ce qu'il y a derrière le gaz. Il suffit que les ressources fossiles se taisent et c'est les guerres de chapelle qui l'emportent. Et donc, il faudrait se rappeler que voilà, la priorité, c'est de réduire les émissions de CO2 et c'est ça. Et comment on fait pour le faire rapidement et tout ce qui n'est pas un problème de ce côté-là est une solution. Évidemment, hein, c'est un positionnement qui n'est pas neutre en France parce que sur l'énergie, notamment, c'est quand même très polarisé. Donc, prioriser, je crois, prioriser. Les gros enjeux pour moi, c'est biodiversité et climat, et on fait le maximum avec ce qu'on a dans cette direction. Et voilà. Mais c'est vrai que sur cette polarisation, je suis aussi un peu démuni. C'est sans doute parce que je suis Twitter, je suis plus sur Twitter qui est quand même un média assez polarisant, je pense. Mais c'est un effet aussi systémique qui nous vient un peu des réseaux sociaux, je pense. C'est cette attraction vers les extrêmes. Mais rappeler ouais, quel est le but, quelle est la priorité, euh, ça me paraît important. Et voilà. Mais je reconnais que c'est un vrai problème en tout cas. On a une belle question à propos des Chinois. Est-ce que si l'auteur de cette question est présent? Je pense que c'est moi, mais j'ai pas parlé de chinois, j'ai parlé d'international. Non, Non. il y a littéralement écrit Chinois dans la question. En fait, quelqu'un a fait la remarque, mais en fait, les Chinois, ils polluent plus, hein. Alors, cette personne assume complètement que c'est provocateur, mais ça reste une vraie question. Est-ce que vous avez quelque chose à leur répondre? Je pense que si je dois reformuler, c'est finalement la France est toute petite par rapport à la Chine en termes de pollution. Ouais, je pense que vous avez raison. Tant que Donald Trump ne sera pas devenu écolo, moi j'arrête. Il vaut mieux qu'on attende. C'est un argument qui a été tout à fait analysé parmi 12 grands discours et qui est, voilà, c'est un archétype des 12 discours de l'inaction climatique. C'est-à-dire trouver quelqu'un d'autre qui devrait agir avant nous. Après, on va pouvoir parler de la question de la Chine en tant que telle, qui est une question intéressante. Mais avant ça, il y a cette posture-là. Je pourrais évidemment me dire que la Chine doit agir avant moi, que mon voisin qui est plus riche que moi doit agir avant moi, que Total doit agir avant moi, que les États-Unis doivent agir avant moi. Et en fait, pour peu que moi je dise que j'attends les États-Unis, que les États-Unis attendent la Chine et que la Chine attende la France, on peut s'attendre longtemps. Donc, il y a un vrai problème de posture. Et c'est d'ailleurs un syllogisme hein, qui est de dire ce truc-là ne suffit pas, donc ne le faisons pas. Ben non, en fait, s'il ne suffit pas, il faut le faire et il faut faire plus. Donc oui, réduire les émissions de gaz à effet de serre en France ne suffit pas. C'est parfaitement vrai. Il ne suffit pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre en France, il faut les réduire partout dans le monde. Par contre, si on déduit du fait que ça ne suffit pas, qu'on pourrait ne pas réduire les émissions de gaz à effet de serre en France et espérer que ça va bien se finir, ben, c'est pas de la logique, c'est une faute logique majeure. Donc, il faut absolument diminuer les émissions de gaz à effet de serre en France et partout dans le monde. Ensuite, quand même, permettez-moi de m'inscrire en faux, les Chinois polluent moins que nous. Par Ouais, habitant. alors, évidemment, pas en valeur absolue. Hein, il y a un peu plus de CO2, il y a nettement plus de CO2 qui s'échappe des frontières de la Chine que des frontières françaises. Ben ouais, mais on n'est pas 1 milliard en France. Donc, si on divise par la population, les Chinois, ils polluent moins que nous. Et oui. Et surtout, ils polluent largement pour nous, puisque ma chemise vient de Chine, mon PC vient de Chine, la lampe qui est là vient de Chine, et globalement, les importations françaises, c'est la moitié de notre empreinte carbone. Donc on a beau jeu de dire, ah bah oui, bande de pollueurs, on a délocalisé l'essentiel de nos industries en Asie, et après on dit, bah, c'est eux qui polluent. Oui, enfin, vu que ils polluent là-bas pour des trucs qu'on consomme ici,
il faut raisonner plutôt en empreinte carbone et relativiser tout ça. Pour autant, le fait que les choix de la Chine aujourd'hui et dans les 20 ans qui viennent vont être majeurs pour l'évolution du monde, ça c'est vrai, sur le climat comme sur tout le reste. Et ce serait vraiment, vraiment, vraiment bien que les Chinois arrêtent de construire des usines à charbon. Pour autant, les Chinois, pour l'instant, sont sur les engagements qu'ils ont pris à Paris en 2015 lors de la COP 21, puisque eux, ils ont dit on réduira, mais après avoir augmenté. Nous, on avait dit on va réduire tout de suite. Eux, ils ont dit d'abord on augmente pour rejoindre en gros votre niveau de vie et de consommation, et ensuite on diminuera. Donc pour l'instant, les Chinois font ce qu'ils avaient dit, et on ne peut pas dire qu'ils polluent plus que nous. Bien sûr, ce qui va se passer là-bas est gigantesque. Il sera beaucoup plus facile pour nous de mettre la pression là-bas pour dire qu'il faut qu'ils diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre si les nôtres diminuent aussi. C'est bien le but des accords internationaux. Si personne ne les respecte, évidemment, ça va être compliqué de négocier quoi que ce soit. Donc, le fait que nous, on respecte nos engagements peut nous aider à demander à la Chine de tenir les siens, même si, soyons pas des bisounours, il y aura de la géopolitique, y compris militaire, derrière tout ça et économique. Ouais, évidemment, je suis d'accord avec pas mal d'aspects, donc je vais juste rajouter des petits compléments. Si ce qui nous embête, c'est ceux qui polluent plus que nous, la logique pour un ingénieur, je pense qu'on est plus sensible à une logique par habitant que par pays, qui est quand même une limite un peu arbitraire. Et donc, par habitant, on devrait avoir beaucoup plus de problèmes avec les États-Unis qu'avec la Chine, parce que les États-Unis, les émissions par habitant sont quand même facilement 2 fois plus élevées, à peu près 2 fois plus élevées qu'en Europe. Et après, il y a un autre truc aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que ces pays-là, et la Chine, c'est encore vrai, bien que ça le sera de moins en moins, ce sont des pays qui émettent aussi pour construire une infrastructure, pour construire leurs hôpitaux, leurs routes, leurs villes, alors que nous, les États-Unis, on émet juste pour le fonctionnement d'une infrastructure qui a déjà été construite, quoi. Donc, on ne part pas du tout des mêmes points. Et il y a des pays en voie de développement qui vont devoir émettre pour construire une infra dont nous, on jouit et qu'on a juste à entretenir. Donc ça, je pense, c'est un point, c'est une différence qui est importante aussi. La Chine prend des engagements. La Chine, c'est un pays qui construit et utilise du charbon. C'est aussi un pays qui construit beaucoup de nucléaire, plus que d'autres, qui construit beaucoup de renouvelables, dont ils se mettent sur l'éolien en mer, qui était un peu un des derniers points. On était en pointe en Europe. Ils vont nous dépasser dans les années à venir, je pense, en installation. Donc, il ne faut pas du tout croire que c'est un pays qui ne fait absolument rien et qui s'en fout complètement. Et il y a une bascule, par contre, qui est intéressante au niveau géopolitique, c'est que pendant longtemps, la Chine a été un peu un pays défenseur des pays en voie de développement en portant un peu le discours de voilà, vous avez pollué, vous, pays développés, donc nous, on a le droit de se développer, donc on peut polluer. Et en fait, ce positionnement devient très difficile pour la Chine parce que maintenant, ils sont développés et ils émettent beaucoup de CO2. Et du coup, dans les pays en voie de développement qui sont derrière la Chine, ils pointent de plus en plus du doigt la Chine et considèrent que ça fait partie des pays qui doivent faire des efforts majeurs. Et donc, on est un peu dans une bascule au niveau des COP sur le rôle qu'a la Chine en termes de représentation de pays en voie de développement. Donc, à la fois, effectivement, on peut ramener à cette logique par habitant et ça permet de relativiser. Ensuite, on peut même réfléchir en termes d'émissions sur des territoires. Il faut savoir que les engagements qui sont pris au niveau des COP, tu me contrediras, Gildas, si je dis une bêtise, mais je crois qu'aujourd'hui, on prend des engagements au niveau de l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est, en termes d'émissions, quelque chose qui n'est pas du tout négligeable au niveau mondial. Et ensuite, il y a une répartition qui se fait entre les pays. Et on peut, alors je disais, on peut aussi raisonner par habitant. Et je voulais rajouter un truc et j'ai oublié. C'est pas grave. Mais voilà, je pense qu'on a répondu à la question. J'avais un dernier point, mais je ne le retrouverai pas. Je suis désolé. Tu répondras en vidéo. Quand même un point, parce qu'il y avait l'évocation du fait que la France serait tout petit. La France, c'est 1% de la population mondiale. Donc, c'est petit, c'est gros, c'est ce que vous voulez. C'est 1% de la population mondiale. Déjà, c'est 2% des émissions, quoi, en gros, si on prend l'empreinte carbone. En empreinte carbone, donc on voit déjà qu'on fait partie des gens qui émettent plus que la moyenne. L'autre chose, c'est la France, quoi. Nom de Dieu, attention. On est tous bien conscients du rayonnement qu'on a. Je veux dire, le nombre de gens qui parlent français est déjà colossal. La culture française, ça veut dire quelque chose. On a une place au Conseil de sécurité de l'ONU. La Révolution française, la culture française. Enfin, si la France porte très fortement une action cohérente et courageuse sur le climat,
évidemment en coordination avec l'Europe, parce qu'aujourd'hui, l'Europe est beaucoup plus ambitieuse sur le climat que la France, ça peut avoir un poids qui va bien au-delà de 1% de la population mondiale. Et donc, est-ce qu'on a une responsabilité, une possibilité d'action? Oui, et il faut aussi se rappeler quand même que 10% de la population mondiale, c'est-à-dire 800 millions d'humains, émettent la moitié des gaz à effet de serre. Donc en fait, on peut se dire que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de convaincre 8 milliards de personnes, c'est déjà de convaincre 800 millions de personnes, dont 500 millions habitent en Europe. Et bien là, on peut se dire que la France peut avoir un impact assez fort, quoi. C'est ça, c'était mon dernier point, merci. Le rayonnement culturel de la France, non mais c'est vrai, c'est important, je pense. Félicitations. Je propose qu'on prenne une toute dernière question. Comme il est déjà 20h20, alors il y en a une qui est un petit peu longue. On a quelqu'un qui faisait la remarque que dans le débat la forme, enfin, sur la transition énergétique, la forme est plus importante que le fond. Est-ce que cette personne est toujours connectée et souhaite poser sa question? Oui, toujours connecté. Vas-y, Mickaël. Je vous ai rejoint, oui, je vous ai beaucoup écouté. C'est vrai qu'effectivement, on tend à dire que finalement, sur le fond, on est tous d'accord et on peut rentrer dans différents détails, mais ça finit par être secondaire et que vous parlez des différentes réussites dans la matière, dont Rodolphe est un exemple, dans une moindre mesure où je cite ceux qui sont, pour moi, de loin, les plus visibles, hein. Donc, vous avez beaucoup parlé de Jancovici, il y a aussi Bonpote, je trouve qu'il y a une certaine visibilité. Alors, pourquoi finalement pas discuter uniquement, mettre absolument tous les moyens sur la forme? Puisque c'est peut-être ce qui peut pêcher le plus aujourd'hui, ou c'est peut-être ce qu'il faudrait le plus investir en moyens, en énergie, en argent directement. Donc, on n'a pas spécialement parlé de TikTok, qui est massivement utilisé, qui progresse énormément et que, accessoirement, je ne connais pas des masses, mais je sais que ça a un impact monstrueux, que ce soit de la sponsor ou utiliser. Vous avez parlé aussi de Raoult et des phénomènes médiatiques récents qui font vraiment appel à des agences de com pour leur sujet, en fait. Voilà, c'est une question un peu longue, une remarque assez longue, mais c'est de se dire vraiment, est-ce que finalement, la forme n'est pas essentielle au vu de l'urgence et de tout mettre sur ce sujet-là. Donc, c'est ça la question, en fait. C'est est-ce qu'on privilégie la forme en faisant de l'information discutable au mieux? Et du coup, ça peut induire des problèmes plus bas dans la chaîne. C'était malin de défendre le nucléaire il y a 10 ans, mais aujourd'hui, l'information sur les renouvelables nous fait quand même du mal sur la facilité à déployer ça. Et Jancovici n'est pas du tout innocent, je pense, dans la perception des renouvelables. Et même sa dernière BD sur cette question en particulier est truffée d'erreurs qui sont, à mon avis, inadmissibles. Donc, voilà. Est-ce qu'on va jusque-là? Est-ce qu'on utilise les technologies de marketing pour vendre ce qu'on veut vendre, quitte à ce que ça soit des mauvais produits et que ça nous mette dans la merde après-demain? Personnellement, je ne pense pas que ça soit une bonne stratégie et c'est pour ça que je ne vais pas dans cette direction, quoi. Je pense que des problèmes complexes, faut continuer à expliquer qu'ils sont compliqués, il faut continuer à expliquer qu'on a des incertitudes, qu'il y a des choses qui ne sont pas sûres, que rentrer dans cette simplification, je trouve ça dommageable. Mais ça limite l'audience de fait. Ça limite l'audience de fait parce qu'à côté, il y a des personnes qui font des sursimplifications et qu'on les accepte. Ça limite, en fait, ce qui limite l'audience des contenus corrects, c'est des contenus incorrects qui sont plus faciles à se répandre. Et du coup, est-ce qu'il faut tricher aussi? Est-ce qu'il faut mentir aussi? Je ne suis pas certain. En tout cas, je considère qu'il y a des acteurs qui doivent ne pas tricher pour ceux qui veulent aller jusqu'au fond, quoi. D'un point de vue technique, je suis tout à fait d'accord, hein. Et c'est toujours mieux d'être nickel techniquement et de ne pas faire d'erreurs ou de faire de grossièreté ou de faire de mauvaise vulgarisation. C'est évident, je suis tout à fait d'accord sur la partie fond. Mais est-ce que quand on parle d'urgence, ça ne devient pas secondaire? C'est clivant, hein, mais je veux dire. Honnêtement, je pense qu'à minima, il faut les deux. Et s'il faut les deux, moi, je suis bien où je suis. Je rejoins Rodolphe sur l'idée, en tout cas, qu'il y a de la place et il y a besoin d'une grande diversité de formes. C'est chouette qu'on ait des contenus longs et un peu pointus. Moi, je suis souvent frustré, on est tout le temps frustré en intervention de ne pas avoir assez de temps pour rentrer dans les détails. C'est chouette qu'on ait des gens qui nous fassent des trucs très courts et médiatisés, mais je ne pense pas qu'il y ait de forme parfaite. Par contre, je pense qu'il y a un gros enjeu sur la stratégie de médiatisation, en fait. Comment on diffuse les différentes formes existantes? Parce que, comme on le disait,
on a plein de gens qui font des trucs super, mais on a chacun une communauté plus ou moins large. Mais voilà, on est encore loin de toucher vraiment les dizaines de millions de personnes qu'on devrait toucher. Pour moi, une des stratégies qui serait les plus intéressantes, même si elle est aujourd'hui irréaliste, ce serait d'imaginer que tout journal télévisé consacre 5 à 10 minutes à de la pédagogie climat. Et là, on mettrait tout le monde, hein, les Valérie Masson-Delmotte, les Jean Covici, les Rodolphe Meyer, voilà, et on se succéderait là-dedans. Imaginons voilà, l'effort de com qu'on a fait autour du Covid ces 2 dernières années. Si on fait ça et plus sur le climat dans tous les médias, et là je parle d'abord de volume, parce qu'en fait des formes pertinentes on en a plein, je pense que ça peut bouger les choses très 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 vite. Et alors peut-être que si c'est Rodolphe, il faudra plus que 10 minutes pour qu'il puisse faire un truc qui lui convient. Mais n'empêche que, enfin voilà, je pense que tous les contenus qu'on a, qu'on puisse les diffuser beaucoup plus massivement, ce serait intéressant. Et ça, c'est un choix majeur quoi, à faire. Et juste sur la question de la forme, en ce qui nous concerne, nous, on a fait ce choix d'avoir des humains qui parlent à des humains en présentiel autant que possible. Alors, pas de bol, on a sorti la première version du jeu Inventons nos vies bas carbone en plein confinement, donc on en a fait quand même beaucoup en ligne. Mais la base de cet atelier-là, c'est vraiment un moment en présentiel, un vécu de groupe, parce qu'on le croit, comme je l'évoquais tout à l'heure, que le non-verbal, la question des représentations et des émotions sont importantes et qu'à un moment, avoir des humains qui rencontrent des humains, une question de témoignage et de relation est aussi importante. Et j'inclus ça dans la forme, en fait. Dans la forme, il n'y a pas que la question de comment on le raconte, quelle info, sur quel ton, mais aussi quelle configuration. Et pour autant, je suis évidemment convaincu qu'il faut donner tout ce qu'on peut dans les réseaux sociaux et à la télé. Une fois encore, je ne crois pas qu'il y ait des alternatives. Il faut qu'on tente toutes les voies possibles en parallèle. Ouais. Il est 20h30, je vous remercie tous les deux, il va falloir qu'on s'arrête là. Donc, merci pour ces échanges très riches. Alors, pour répondre à une question qui était posée dans le chat, le replay se trouvera sur notre site internet, a priori demain ou après-demain. En tout cas, dans les jours qui viennent, vous pourrez retourner la voir. Pour conclure, je tiens juste à rappeler que donc, Gildas fait partie de plusieurs associations dont Aurélien a partagé le lien dans la conversation. Donc n'hésitez pas à voir ce dont il s'agit, également aller voir le travail que fait Gildas sur Inventons nos vies bas carbone. Quant à Rodolphe, il tient une chaîne YouTube. Donc là, n'hésitez pas à aller voir également cette chaîne YouTube. Et une petite, aussi j'en profite pour faire un petit peu de publicité, puisque Rodolphe Latrémadi, il sort une vidéo par mois. Le modèle YouTube fait que lorsque vous monétisez votre vidéo, vous touchez de l'argent, surtout via le nombre de vues. Et pour faire plein de vues, une très bonne manière de faire, c'est de faire des vidéos de 10 minutes 3 fois par jour. Donc forcément, quand vous faites des vidéos de 2 heures une fois par mois, c'est pas comme ça qu'on gagne sa vie sur YouTube. Donc Rodolphe a des pages sur. Alors tu as quoi? Tu dois avoir Utip. J'ai Tipeee et Utip. Je Voilà. préfère un peu Utip. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que je vis et donc mon contenu existe grâce à une communauté qui me soutient. Et je les remercie évidemment pour ça. Et donc, le message derrière, n'hésitez pas à également soutenir Rodolphe, si vous pouvez. soit évidemment suite à cette conférence, soit de manière récurrente. Vous avez une option pour apporter un soutien régulier à certains créateurs de contenu. Je ne sais pas si toi, Gildas, tu as également ce type de plateforme. Non, mais on a le site du coup de novibacarbone.org et donc j'en profite pour mentionner qu'on fait tous les mois 1 à 2 formations en ligne et 1 ou 2 ateliers pour permettre à tout le monde de découvrir ce qu'est l'outil et l'atelier Inventons nos vies bas carbone. Si vous est intéressé, enfin voilà, je l'ai montré en 2 minutes, mais il faudrait au moins une demi-heure pour pouvoir montrer à peu près ce qu'il a dans le ventre. N'hésitez pas à vous inscrire en ligne. Et où, si jamais ça fait sens dans les organisations où vous travaillez, où vous intervenez, c'est effectivement pour l'instant l'essentiel de notre modèle économique qui est en grande phase d'évolution puisqu'il a été ces 3 dernières années largement basé sur le bénévolat, ce qui donne une liberté satisfaisante qui a des inconvénients que vous pourrez deviner.